À l'occasion de mon dernier épisode de podcast avant de partir en vacances, nous avons parlé avec la merveilleuse Agnès Ledigue du verbe de vie. Pour reprendre ces mots, trouver son verbe de vie, c'est trouver ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait avoir envie de vous lever le matin et ce qui donne l'impression d'être vraiment en phase avec ce qu'on est vraiment. Alors pour vous accompagner cet été, j'ai eu envie de vous offrir un outil pour vous permettre de trouver votre verbe de vie. Vous pourrez le trouver sur le site pourquoipasmoi.co dans le menu contenu puis ressources offertes ou sur le lien dans ma biographie sur Instagram pourquoipasmoi.co. Bel été. Offrez vos talents au monde, quoi. Ce serait tellement dommage. C'est tellement dommage si vous le faites pas. Vous privez le monde de vos habiletés et on en a tous. Mais bon, subir ma vie, c'est hors de question. Et je pense que ça, c'est même presque pire que de tenter ses rêves. Presque plus dur. Parce que quel mal on se fait à se dire que c'est pas possible, puis que c'est la faute des autres. Et puis non, je prends beaucoup mes responsabilités, en fait. Ouais, j'ai vraiment un grand sens. Alors des fois, c'est dur, hein, mais de mes responsabilités, de ce qui dépend de moi et de ce qui dépend pas de moi, en fait. Et j'essaie de naviguer là-dedans, quoi. Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi, c'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération, trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. C'est un livre. Et si je changeais de métier, redonner du sens à son travail. C'est le TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir. Et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix. J'ai quelques épisodes enregistrés d'avance, mais en faisant cette interview avec Gaëlle, je me suis dit qu'elle serait une magnifique transition avec Flavia Maslin-Salvi. En effet, après des études littéraires à la Sorbonne, Gaëlle a décidé de ne pas présenter sa TEDx et de devenir intermittente du spectacle pour faire de la gestion de projet au service de danseurs. Après 10 ans, elle saisit une opportunité et devient journaliste. Un jour, elle doit se préparer à un direct et elle découvre alors la sophrologie. C'est une révélation. Aujourd'hui, Gaëlle est une femme multicasquette au service de sa raison d'être. Remettre les gens dans leur mouvement de vie pour faire évoluer les consciences. Son comment, la sophrologie. Elle est auteure, conférencière et journaliste. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Gaëlle Piton. Bonjour Gaëlle. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît? Alors, comme tu m'as dit juste avant l'émission, c'était super parce que j'ai pas eu le temps de réfléchir. Donc, ce qui est venu spontanément, c'est une paire de chaussures de pin-up. Alors, non pas que je sois une amatrice de chaussures, c'est pas ça, mais pour moi, elles symbolisent énormément de choses. Elles symbolisent déjà la danse parce qu'elles sont assez swing, hein, voilà, des chaussures colorées, la joie. Et c'est vrai que quand je suis entre guillemets en représentation, en conférence ou en dédicace, je m'habille souvent en pin-up. Enfin, c'est mon personnage, mais qui est vraiment moi. Parce que j'aime beaucoup l'énergie que ça me donne et donc voilà, j'ai voulu partager avec toi ma jolie paire de chaussures. Génial, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous raconter où est-ce que tu as grandi? Alors moi, j'ai grandi en Lorraine, à Nancy. J'y suis restée jusqu'à mes 20 ans, voilà, dans une petite ville de banlieue nancéenne, Vendeuvre-les-Nancy. Et voilà, donc je suis une fille de l'Est, comme dirait Patricia Cass. Et quel type de petite fille tu étais? Alors, j'étais une petite fille qui dansait beaucoup, 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 qui aimait bien faire des spectacles. J'étais une petite fille très à l'écoute. Alors ça, c'est aussi ma tati, celle qui m'a gardée, qui le dit très bien dans mon ouvrage. Et s'il en faisait un pas de côté. Ouais, j'étais très empathique, mais je le suis toujours. En même temps, voilà, c'est pas par hasard tout ça. Beaucoup à l'aide des autres, de chercher un peu à rassurer, réconforter et surtout à aider aux personnes à trouver le meilleur d'eux-mêmes. Ça, j'aimais beaucoup. Donc très confidente, la bonne amie, tu vois. Voilà, ouais. Quel genre de petite fille j'étais. Et quand tu étais petite, c'était quoi tes rêves? Oh, devenir danseuse. Devenir danseuse, ouais. Bah oui, danseuse, enfin prof de danse, parce qu'il y avait quand même
La pédagogie qui était très importante, c'était transmettre, mais la danse, ouais, vraiment, je commandais tous les catalogues de danse. Alors à l'époque, c'était pas papier, hein, il n'y avait pas du tout le truc numérique, le dinosaure. Mais voilà, répéto, les écoles de danse. Ouais, je voulais enseigner la danse. Ouais. Et du coup, comment la danse, elle est entrée dans ta vie? Parce que bon, toute petite fille, la danse, mais toi, dans ta vie, c'est quand même particulier. Ouais, bah, elle entre en fait de manière quand même assez commune parce que c'est 5 ans, c'est la danse rythmique, on essaye, tu vois, un peu comme quand on fait des activités, mais moi, elle me plaisait bien. J'ai fait d'autres trucs, mais en fait, c'était clairement pas, enfin, c'était clairement la danse, quoi. Et puis, j'ai intégré une école, alors de danse israélienne. Je faisais beaucoup de danse israélienne et moderne. Donc, il y a eu quand même tout cet effet de troupe, de groupe, on a avancé ensemble dans l'existence puisque tu passes ton brevet, tu passes ton bac entre les galas de danse, etc. Donc ouais, ça a été comme ça. Et puis j'ai eu une relation avec mon prof de danse et ma prof de danse très très particulière, très puissante, puisqu'à un moment donné, il m'a même proposé d'enseigner la danse. Donc j'avais 16 ans, enfin 16, Incroyable. 17 ans dans son école. Ouais, donc il y a tout un vécu, il y a toute une partie de ma vie qui est vraiment rythmée par la danse au sein de cette troupe Terpsichore. Comment tu l'as vécu quand on t'a proposé d'enseigner la danse? C'était super joyeuse. Enfin, c'était tellement ma place en fait. C'était fluide et puis c'était une reconnaissance énorme. Alors j'avais juste et ça c'est marrant parce que je pense que c'est à chaque fois que j'entreprends quelque chose qui me remplit de joie, mais qui est une avancée de plus sur mon chemin. J'avais quand même aussi une petite peur de la jalousie parce que ben voilà, j'étais souvent choisie pour faire les rôles un peu devant. Tu sais, c'est un peu la danse, Mm. pas toujours marrant. Hein, c'est les bons devant, les moins bons derrière parfois quand même. Et donc il y avait cette crainte quand même d'attirer de la jalousie. Donc de Mhm. le faire, mais en même temps d'avoir une petite culpabilité, de dire ouais, pourquoi moi, voilà, tiens. Mais j'étais super contente, j'étais honorée, et puis c'était fluide quoi, c'était évident. Mm. Et du coup, t'as pas souhaité faire un sport-études danse? Alors non, par contre, ça je le raconte pas très souvent, tu vois, mais je ne sais pas pourquoi, tu vois, j'ai passé le test pour intégrer une sport-études basket parce que Ok, je faisais du basket à l'époque. d'accord, ok. Je ne sais encore pas aujourd'hui pour quelle raison, parce que je ne joue plus trop au basket, mais bon. Et non, non, bah, tu sais, vite eu quand même le frein que si je voulais faire une CHAD, une classe aménagée, enfin horaire aménagée de danse, il fallait faire de la danse plutôt classique. En tout cas, t'avais quand même l'exigence Il y avait et des j'ai pas le codes. corps enfin voilà, j'ai pas ce corps-là déjà, comment dirais-je, conditionné tout ça. Et puis j'avais la croyance que de toute façon c'était pas pour moi, c'était trop dur quoi. Donc et puis je pense mes parents l'auraient pas de toute façon favorisé. Donc Ok. non, ça s'est pas posé en tout cas. Mais par contre, ils étaient d'accord pour que tu fasses sport-études basket. Eh ben écoute, ils m'ont laissé passer le truc. Alors il se trouve que j'ai été sélectionnée pour intégrer cette sport-études basket, sauf qu'il y avait une des basketteuses qui était blessée à l'époque et qui a du coup eu un espèce de passe droit. Donc j'ai eu la place de, tu vois, juste après la sélection au final. Mais c'était très bien comme ça en fait, parce que enfin, encore aujourd'hui, je me vois pas du tout joueuse de basket et encore moins professionnelle, tu vois. Et donc, au moment de faire tes études, comment ça s'est passé? Alors moi, j'étais bonne élève, plutôt très bonne élève, on va dire. Donc, ben en troisième, hein, se pose, tu sais. Alors c'était en troisième. Maintenant, je sais qu'il y a Parcoursup qui est un peu plus tard pour les jeunes, et ça doit être exactement le même stress que pour nous à l'époque. Il faut choisir ton orientation. Donc bon, seconde générale, ça c'était une évidence, mais il y avait après déjà le parcours de la suite, quoi. Est-ce que tu vas faire une première S, hein, c'était première S, première L ou première Hmm. ES, Je suis de la économique. même Et génération que toi. ouais, tu vois. Et en fait, bah Ouais, en gros, quand t'es bon à l'école, tu fais une première S. bien Enfin, je sûr. veux dire, les Hmm. bons, ils vont en S, quoi. Ah bah Donc sinon, en tout cas, quand tu es dans un parcours général, moi, je c'est sais que ça. dans mon école, il n'y avait même pas de L. Donc, si tu voulais Ah faire L, ouais, tu t'en d'accord. allais. Il y Ouais. avait 3 classes de S, donc la voie Mm. royale, et moi, j'avais C'est un peu ça. l'impression d'être une ratée parce que j'avais fait ES. Ah. La voie royale, bah ça, tu vois, on le disait beaucoup. Moi, j'entendais ça, la voie C'est ça, royale, la voie royale. Alors, ça, ça a permis d'ancrer énormément de croyances énorme. qui, Hmm. aujourd'hui, je crois, alors bouge un peu, c'est un peu quand même, Hmm. parce que il y a des parcours un peu plus mixtes dans ce que Oui, j'entends quand même, donc ouais. mélangé avec les humanités et les Hmm. sciences. Mais non, donc en fait, bah, t'es bon à l'école, t'as envie d'avoir un parcours, tu peux tout faire, bah tu Ouais. fais S. Hmm. Et donc là, ben, c'est ce que j'ai fait.
Franchement, c'était pas ma place du tout, mais je l'ai fait. Ouais. Et puis une fois mon bac S en poche, j'ai intégré une Hippocane, donc une classe préparatoire Mm. littéraire. Mais tu vois, donc il y a le parcours voilà, d'un bon élève, et donc les rêves de danse à ce moment-là. Tu vois, je donnais des cours donc le week-end dans l'école de danse. Bah, quand tu vas intégrer une Hippocane, enfin, je pense que j'aurais pu le faire, mais bon, clairement mes parents me disaient non, là il va falloir faire un choix. Et puis en Hippocane, t'as tellement de travail que. Mais ça a été très dur parce que j'étais vraiment à ma place, et je pense maintenant que j'aurais pu me ressourcer comme ça et quand même abattre énormément de travail. Ouais. Mais voilà, c'était mon On chemin. apprend. Ouais, c'est ça. Apprendre, ouais. Et quand tu fais l'hippocane, t'as quoi en tête pour la suite? Bah, je me suis un peu quand même mis dans le moule parce que si tu veux réussir l'hippocane, il faut quand même y croire un minimum, hein, parce que tu as tellement de boulot, tu as des calls le soir, tu as même une liste de livres impressionnante à lire avant même d'intégrer l'hippocane. Donc tes vacances d'après-bac, c'est lire tout Racine, tout Molière, tout Corneille, tout, c'était impressionnant. Donc ben je me focus parce que pour réussir voilà, je pouvais pas non plus trop être éparpillée, et donc je me fais un peu à l'idée. En plus j'ai un prof de lettres, par contre j'ai vraiment aimé, c'était très très dur, mais maintenant je vois à quel point ça m'a donné une puissance de travail quand même. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, mais qui peut abattre beaucoup de boulot en un temps assez record, quoi. Enfin pas record, je sais pas s'il faut dire ça, mais rapide en tout cas. Mm. Et donc, bah, la condition, c'est on te conditionne pour avoir le concours. Euh, donc, avoir le concours de Normal Sup, tu vois. Même si de province, tu sais que tu n'auras pas ce concours de grandes écoles de Paris, mais bon, tu vas le passer quand même à l'issue de la Cagne. Et donc, voilà, bah, je fais ce qu'il faut pour passer ce concours-là, même si voilà, je sais que j'aurais pas, mais je me dis, je n'intégrerai donc pas une fac en province, j'irai à la Sorbonne, j'irai à Paris. Ouais. Puisqu'à Et Paris aussi, il y a la danse. ouais. Et t'as une idée de ce que tu veux faire comme métier avec ça ou pas? Alors, en fait, il y a très peu de débouchés. Mm. Donc, je sais que j'aime écrire. Par contre, j'arrête pas d'écrire. Ça, j'écris quand même j'écris toujours, j'ai toujours écrit, en fait, hein, des choses plus intimes, tout ça. Mais, ben, c'est prof, quoi. C'est prof, c'est passer la grecque et devenir prof. C'est un peu le chemin qu'on doit suivre, quoi. Donc, est-ce que c'est ma volonté? Je crois pas. Mais à ce moment-là, c'est un peu mélangé. Je suis le truc, quoi. Je suis dans Ouais. le tuyau pour y aller. Donc, on y va. Mm. Et du coup, donc, t'intègres la Sorbonne, Ouais. tu quittes la fille de l'Est, t'arrives à Paris. Ouais. Ça se passe comment? Ben, je suis acceptée à la Sorbonne à l'issue de ma cagne parce que ben, je suis une cagneuse. Donc, c'est vrai qu'à la Sorbonne, je sais pas comment c'est actuellement, mais il y a quand même une sélection. C'est la Mm. fac, mais il y avait une sélection. Ouais. Et donc, c'est un peu inattendu parce que j'ai 20 ans, donc je suis quand même jeune. Et puis, aller à la capitale, ça implique tout un tas de choses, quoi. Mm. Mais je crois que c'est salutaire, c'est nécessaire parce que c'est le début du grand chemin d'émancipation, vraiment. Donc, je vais à la Sorbonne, je travaille dans une librairie qui s'appelle Gibert, Mm. qui maintenant est fermée, mais Gibert Jeune, C'est ça. voilà. Ouais, Ouais. Gibert Jeune, enfin, il y a plusieurs Oui, Gibert, ouais, mais ouais, ça, ouais, oui. Giberjeune, ouais, bien sûr. Mm. Donc, je bosse quand j'ai pas cours. J'ai mon appart avec mon cousin qui, lui, est à Louis Lumière, donc qui est réalisateur. Donc, je commence à côtoyer un autre monde que celui de Nancy, parce que Paris, quand tu arrives quand même de province, même si je suis pas du tout avec un mépris de la province, bien au contraire, mais il y a une espèce d'autorisation à être que j'ai pas retrouvée ailleurs, parce que tu te croises tellement de gens, tellement tout le temps de gens que t'as des gens de toutes sortes. Mm. Et donc, je commence à recôtoyer des danseurs parce que je veux recommencer la danse. En fait, je quitte cette troupe aussi en Lorraine jusqu'à 20 ans, j'ai dansé là-bas. Et quand j'arrive à Paris, j'ai plus de cours de danse, je fais plus de danse. Et là, j'essaie de chercher absolument à refaire de la danse, quoi. Mm. Donc, je commence à recôtoyer des danseurs. Et qu'est-ce que ça fait rejaillir en toi quand tu recôtoies des danseurs? Ben, je me dis que c'est ma place, alors que ma place, c'est pas de danser. Enfin, je rencontre notamment une prof de flamenco qui a beaucoup marqué mon chemin parce que danser la danse israélienne à Paris, ça a été compliqué parce que je ne suis pas juive en fait. Donc Ok. j'ai fait des tournées en Israël, tout ça. Mais je suis pas juive, donc c'est compliqué dans certaines communautés de danser, dans les bar mitzvahs, voilà, c'est vite bloqué pour moi. En tout cas avec les gens que Pourquoi je tu avais fait de la danse israélienne? je sais pas, c'est la rencontre avec mon prof et que lui Ok, était passionné d'Israël, donc il y avait beaucoup de d'accord. danse israélienne. Donc on est parti en tournée en 93 quand j'avais 12 ans. Je suis partie en tournée en Israël, danser dans des Magique. kibbutz. En fait, je suis allée voir Jérusalem, ça m'a laissé une empreinte forte. Mais là,
Ben, je trouve pas de cours de danse. Et puis je suis contactée, je sais plus trop comment, mais tu vois les synchronicités, par Mm. une prof de flamenco qui a besoin de quelqu'un pour écrire des textes sur son site, parce que je rentre non seulement à la Sorbonne, mais on commence à me démarcher pour écrire parce que à la Sorbonne, oui, c'est ce que je t'ai pas dit, c'est que quand je commence à faire ma maîtrise, je bosse sur quoi? Les portraits littéraires de danseuses, les autobiographies de danseuses, et ensuite les portraits littéraires de danseurs. Ouais, tu vois la fille vibre, La danse, petite, clairement. c'est ce que j'appelle la petite mélodie de toute notre vie, la petite voix Mais fait c'est ça. parler sur la Mais c'est danse. ça. Ouais. Mm. Et faire un truc sur la danse à la Sorbonne, fallait trouver des gens qui voulaient bien t'accompagner pour le doctorat, donc c'est tout un bazar. Mais voilà, donc cette prof me contacte et me dit, j'aimerais avoir des sites bien écrits parce que voilà, le français n'est pas ma langue maternelle. Elle me dit, et en échange, je te propose de t'offrir des chaussures, une jupe, des castagnettes, un châle, et je vais t'apprendre le flamenco parce que tu es faite pour ça en fait. Donc, tu vois, le truc où tu te dis, attends, la nana, pour écrire ce qui était quand même assez facile pour moi, va me transmettre le flamenco. Et le flamenco, ça me parle parce que c'est de la musique, Mm. parce que voilà, je fais aussi beaucoup de musique depuis que je suis gamine, et je me dis mais c'est une chance énorme, donc je me lance là-dedans. Et le flamenco est vraiment cette danse où tu dois y aller, tu dois déposer tes tripes, tu vois, donc il y a quelque chose qui participe à la mue. Et voilà, et je commence à redanser. On fait un concours de flamenco qu'on gagne. Enfin, bon, tu vois, il y a quand même. Et donc la danse, elle commence à reprendre sa place, Ouais. plus dans les coulisses pour ce qui est de ma vie professionnelle, parce qu'à un moment, avant de soutenir mon doctorat, je plaque tout et je me dis en fait là. Mon corps est en train de me dire parce que j'étais pas bien. Je réussissais dans les études, mais j'étais pas bien Mm. intérieurement. J'étais pas. C'était Il quoi tes faut que symptômes? bah tu vois, c'était j'ai mal au ventre, une grande mélancolie, enfin pas Mm. la joie, la prise de joie qui est carrément plus branchée quoi. Il y a plus de lumière. Ouais. Alors je fais le truc, mais je me dis ça plaît à qui en fait, à qui ça parle. Je déçois mon prof, alors que j'aime beaucoup, avec qui je suis toujours en contact parce qu'il est venu à ma dédicace il y a pas longtemps. Enfin tu vois, la vie elle fait des boucles des fois. Mm. Continue à croire en la magie parce que vraiment parfois c'est carrément magique. Mais bah je déçois parce que Donc, tu du coup, vois, tu soutiens pas ta thèse, non. t'arrêtes. Et je n'ai jamais soutenu. On m'a recontacté des années après pour que je le fasse et non, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie Ouais. et j'arrête tout et je me dis, ben maintenant, je vais aller voir Pôle emploi. Et je vais leur dire, trouvez-moi un contrat aidé parce que pour intégrer une compagnie de danse, alors c'était en termes de production, de diffusion, hein, pas du tout pour danser, hein. Ouais. Là, c'est pas du tout ma place, mais accompagner des artistes. Donc, je rentre chez Pôle emploi en disant, il me dit, mais vous êtes beaucoup trop diplômé, on peut pas vous donner un contrat aidé. Je dis, je ne repartirai pas d'ici tant que vous m'aurez pas signé un contrat aidé pour que je puisse intégrer une compagnie. Et j'étais déterminée, tu vois, vraiment. C'est quoi le concept d'un contrat aidé? C'est qu'en fait, alors normalement, c'est pour des gens qui ont des difficultés, qui sont en réinsertion sociale, qui ont moins de 26 ans, et c'était la seule condition que j'avais à l'époque. Ouais. Et donc, ils financent une partie à la compagnie, ou à Mm. l'association, parce que c'est des assos, les compagnies de danse souvent, ou à n'importe quel asso d'ailleurs, pour que tu puisses travailler, Ok. qui t'emploie en partie, quoi, à D'accord. temps partiel. Donc, c'est comme ça que je commence à devenir chargée de production dans la danse. Donc, je gagne un SMIC, tu vois. Mm. Mais je suis carrément à ma place et je commence à me faire une réputation dans ce milieu parce que je travaille bien, parce que les gens trouvent que c'est chouette et voilà. Donc je commence à développer ce travail avec une, deux, trois compagnies jusqu'à travailler avec Caroline Carlson quand même, qui est une immense chorégraphe pour qui j'ai un énorme respect. Donc tu vois, je commence à côtoyer des gens dont je rêvais quand j'étais gamine, quoi, Mm. en tant que chargée de prod. Et à ce moment-là, le journalisme aussi recroise ma route, puisque la Fédération française de danse me propose d'intégrer son journal. Donc, de faire des portraits de danseurs. Donc, j'interviewe Patrick Dupont, Marie-Claude Pietragala, enfin, Incroyable. le dinguerie, quoi. Ouais. Tu Donc, réagis comment donc quand ils te voilà. contactent? Bah, par un grand oui. De toute façon, tu sais, moi, je suis du genre à faire oui, ok, je raccroche et je fais, je hurle comme une gamine, tu sais, je bouge, je bouge. Parce que je me file toujours le challenge. Enfin, tu vois, je me file les séances. Après, j'ai plus le choix. Après, il Mm. faut que j'y aille, tu vois. Ouais. Donc, ça me fait peur. Ça me fait énormément peur parce que je me dis, alors, syndrome de l'imposteur. Enfin, je pense que ça parlera à tes auditeurs. Tu vois, le truc se dit, mais la Fédération française de danse, mais comment tu vas faire pour approcher Patrick Dupont, etc. Mais ça, je pose l'action. Comme ça, j'ai plus le choix. Mm. Donc, je le fais. Ouais. Voilà. Donc, je voyage un petit peu. Je fais des jurys de concours aussi en tant que journaliste, mais et j'adore faire ça. Et donc, le papier donne un jour une proposition d'émission radio
Des fourmis dans les jambes, elle s'appelait. Pendant 10 ans, j'anime une émission de radio sur la danse. Et puis plus tard, ce sera danse et développement personnel parce que j'évolue aussi. Ouais. Et voilà. Et pour cette radio, pour ce direct à la radio, j'ai très peur aussi. Pareil, grosse flip. Donc, je vais voir une sophrologue pour m'aider. Ok. Et ça faisait longtemps que je me disais, tiens, quand j'accompagne les danseurs en tournée, en tant que chargée de prod, je suis confrontée à des grands moments de stress. Tu vois, la vie d'un danseur, c'est compliqué. C'est le corps, voilà, il faut être en forme sur scène, il y a tellement de questions qui viennent, il y a le regard des autres. Et je me dis, un jour, il faudrait que j'ai un truc quand même pour les aider, en plus de moi, tu vois. Et ce truc, je fais le lien. Ce truc prend le nom de sophrologie le jour où moi, je vais voir une sophrologue parce que je sais que c'est ça qu'il faut faire. Pour ceux qui ne Donc connaissent voilà. pas la sophrologie, est-ce que tu peux nous en dire un mot, s'il te plaît? La sophrologie est une discipline psychocorporelle qui a été créée en 1960 par un neuropsychiatre qui s'appelle Caicedo. Et pour être très simple, parce que j'aime bien être simple, ce sont des techniques basées sur la respiration, le relâchement du corps, donc apprendre à se détendre, et la visualisation. Donc c'est des techniques qui sont adaptées à l'homme moderne, qui nécessitent un petit entraînement, mais que l'on peut appliquer facilement partout, tout le temps. Voilà, donc j'ai quelques exercices à faire avant de prendre l'antenne à la radio. Donc elle me donne des choses et ça transforme mon lien au stress, ma confiance. Je dis pas que je suis quelqu'un de confiant, hein. Alors là, j'ai encore beaucoup de chemin, même encore maintenant. Mais je comprends que ça peut s'apprendre. Et moi, je suis assez timide. Alors c'est ce que je disais encore en conférence il y a pas longtemps. Les gens ont du mal à croire mais la timidité peut prendre une forme d'extraversion. Souvent les artistes, les présentateurs télé, les journalistes sont des gens timides, hein. Ouais, en fait, c'est un Dehors, constat que j'ai fait, ouais. depuis le début du podcast. Mm. C'est que, il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui m'ont dit qu'elles étaient timides. Je pense notamment à Heidi Sevestre, qui est Ouais. glaciologue. Et Heidi, elle me dit, mais moi, je pouvais. Aujourd'hui, donc, elle est glaciologue. Elle a choisi vraiment se spécialiser dans toute la partie documentation. Donc, en fait, finalement, elle est devenue journaliste de glaciologie. Et en gros, elle me dit, mais moi, j'étais pas capable d'aller à la boulangerie, de demander une baguette tellement j'étais timide. Et moi, je sais que quand j'étais petite, j'étais tout le temps dans les jupes de maman, j'allais dire de papa. J'étais entre. Pourquoi pas, hein. Pourquoi Écoute. pas, mais c'est pas le de papa. Mais j'étais dans les jupes de maman, je tenais la main de papa. Enfin, j'étais Ouais. en effet vue comme une petite fille très timide, alors que j'adore être sur scène. Enfin, et tu vois, c'est quelque chose qui m'a énormément fait réfléchir avec les interviews de podcast que j'ai faites. Et au final, j'ai découvert que finalement, ça, c'était un trait d'hypersensibilité, qu'on avait ce côté à la fois hyper extraverti et avec ce besoin aussi d'introversion et de timidité que tu es vraiment un. Et le jour où j'ai lu un bouquin sur l'hypersensibilité et ça m'a fait une espèce de lumière. Et je fais une petite parenthèse pour toutes les personnes qui se posent la question de est-ce qu'elles sont hypersensibles? En fait, j'offre un test qui est un test prouvé pour savoir si on est hypersensible que je mettrai dans les notes de l'épisode parce que Ouais. savoir qu'on est hypersensible, Oui. ça change. Enfin, c'est transformer une douleur en quelque chose d'exceptionnel, quoi. Exactement. Puis moi, ça a été mon trajet, donc je valide Ouais. à 100% ce que tu proposes parce que moi, un jour aussi, j'ai découvert que ça portait ce nom-là. Et Mm. ça donne, alors, l'idée, c'est pas de s'enfermer dans une case, je crois. C'est plutôt de donner des éclairages sur pour quelles raisons on réagit comme ci ou comme ça. Pourquoi on a Et l'impression d'être voilà. différente du reste du monde Exactement. Et que c'est un sacré pouvoir, en fait. bien sûr, c'est ça. Mm. C'est vraiment très précieux. Mais voilà, des fois, on le sait pas tout de suite, ça met du temps et ça arrive au bon moment où on est C'est prêt ça. aussi à l'accueillir, Mm. je crois. Donc, mais oui, on peut être timide et sur scène, C'est complètement. ça. Mais justement, tu vois, par rapport au fait de mettre dans des cases, je pense c'est amusant parce qu'hier soir, je regardais un film qui s'appelle La playlist sur Netflix, qui est l'histoire de Spotify. Ouais. Et à un moment donné, il y a un des cofondateurs qui rencontre un homme hyper influent dans l'univers du business qui lui dit, bah, en fait, tu es un hyperactif. Et en gros, il dit, mais voilà, ça m'a changé ma perception de moi-même. Et, hum, et en gros, j'aime pas l'idée d'être dans une case et compagnie. Mais moi, enfin, vu de là où je viens et tout ce que je prône, clairement, les cases, je suis contre les cases. Mais quand même, découvrir, tu vois, typiquement, bah, Ouais. l'hypersensibilité. Moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps que je suis dysorthographique. Mm. Et en fait, ça me permet en fait de comprendre
pourquoi l'orthographe et moi, on a une relation particulière depuis que je suis toute petite, malgré le nombre d'heures à lire des livres, Bien malgré sûr, le nombre d'heures que mes parents m'ont offert en soutien scolaire et tout. Et du coup, je trouve que c'est quand même des trucs où de se dire, bah ouais, en fait, ça explique, ça bien sûr. permet aussi de se soulager et de se dire, bah voilà, c'est OK. Et comment justement je peux transformer ce truc-là en une force, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que quand je parle de cases, moi, c'est pas que ça te donne l'excuse après de te dire oui, mais de toute façon, je suis dysorthographique, Ah donc oui, ouais, j'arriverai jamais. Parce que c'est tu vois, ça ça, peut être bien aussi. sûr. Mm. Donc c'est vraiment un élément de compréhension, mais ça peut pas être un prétexte. Voilà, c'est ça que je On est voulais dire d'accord. parce que Ouais, 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 non, t'as tout à c'est fait ça la raison. case. Ça ne nous détermine pas parce que nous sommes Non, des êtres en mouvement. ouais. Et donc, moi, je ne crois pas à la fatalité. Mm. Je pense vraiment qu'il y a des choses qui dépendent de nous. Il y en a plein qui dépendent de nous. Il y en a plein aussi qui dépendent pas. Mais moi, j'ai pour habitude et pour envie de m'occuper Mm. plutôt de celles qui dépendent de moi. C'est déjà pas mal. Et qu'on peut retrouver sa liberté, son autonomie. Au-delà de ça, enfin, j'en suis la preuve, le trajet vivant. J'ai rien de spécifique. Voilà, c'est accessible vraiment à tout le monde. Mais on peut vraiment croire en ses rêves. Enfin, vraiment Mm. les réaliser. Ouais. On est le plus grand frein. Je crois que c'est nous en fait, hein. Mm. Donc On est voilà. d'accord. On est complètement d'accord. Ouais, tant qu'on est à sa place, quand on connaît sa raison d'être, et c'est justement en effet la clé de tout ça, quoi. Mm, carrément. Et, hum, et du coup, donc tu découvres la sophrologie. Ouais, je C'est le début découvre. d'une belle histoire d'amour. Ah ouais, ouais, c'est le début d'un long chemin de toujours et que je l'aime de plus en plus. De toute façon, plus j'en découvre les. Oui, c'est-à-dire que ben il y a ce truc de cet outil, j'en ai besoin. Donc au départ, je me dis bah je vais me former pour les danseurs. Il est absolument à l'époque hors de question que je devienne sophrologue. C'est-à-dire que le docteur Chenet, qui est maintenant est décédé malheureusement, mais qui était mon enseignant, le directeur de l'école, dit qui ici ne veut pas devenir sophrologue et moi je lève la main. Alors que bon, maintenant, avec le recul, je ris parce que je crois qu'on est de toute la promo vraiment deux ou trois à vraiment être installés et puis de vraiment être installés, tu vois. Mais c'est pas le projet. Et donc, il y a un chemin dans cette formation qui dure plus d'1 an et demi. On fait les techniques, on les traverse. Et là, je me dis, mais attends, cet outil-là. Puis bon, je traverse aussi des choses personnelles où la sophrologie revient en soutien. Enfin, et je me dis, mais attends, je vais pas aider que les danseurs là. Certes, les artistes, je les connais bien, je connais l'intermittence, je connais comment ça se passe en spectacle. Donc, je vais être sans doute plus pertinente parce que ça évitera ça fera des raccourcis quoi dans certains éléments. Mais il y a plein d'autres gens que j'ai envie d'aider. Les enfants, les adolescents, ça me plaît beaucoup, la sophrologie ludique. Il y a aussi toute la fin de vie, l'accompagnement en fin de vie, où j'ai envie et je me dis, mais en fait, je vais m'installer en tant que sophrologue. Donc, j'annonce aux compagnies. Donc ça prend du temps parce qu'il y a la sophrologie. Puis après, je me dis, la sophrologie demande de souvent fermer les yeux, respirer, faire des techniques. Et il me manquait la partie entretien, la partie qui va s'appeler plus tard le coaching, en fait. Donc, j'enchaîne directement avec une formation universitaire en coaching. Donc, une formation solide, j'insiste, parce que ça, c'est pareil, c'est un autre sujet, mais on ne devient pas coach en 2 jours. Et là, je sens une espèce de façon d'accompagner qui va être très complète, qui va pouvoir aussi rendre la puissance à des artistes, tu vois, parce il y a beaucoup l'idée reçue de l'artiste qui doit forcément galérer pour réussir. Non, un artiste heureux, c'est un artiste qui dure. Et moi, je deviens à cet endroit-là, voilà. Donc, il y a ce package-là qui se dessine, et donc il y a un moment, une évidence qui est, je ne peux plus être intermittente du spectacle parce que j'étais intermittente du spectacle. Je crois que si je veux accompagner, il faut que je me mette à mon compte et que je développe, que j'installe un cabinet et que j'intègre les artistes là-dedans, mais que j'ouvre à toutes sortes de gens. J'ai envie Comment, d'aller plus loin. comment il Mm. réagit ton entourage quand tu prends ce virage? Alors l'entourage, le gros virage, il avait déjà été la claque, ça a été plus l'arrêt de la thèse. Donc Mm. finalement là, ça réagit pas trop. En revanche, pour les artistes que j'accompagne depuis longtemps, il y en a certains qui comprennent, qui disent bah c'est super, c'est aussi toutes tes casquettes qu'on aime parce que voilà, t'es pluridisciplinaire, créative et tout ça. Il y en a d'autres qui ont plus de mal parce qu'ils ont l'impression que je les lâche et je peux le comprendre. Mais voilà, ça fait partie des petites deuils, des petites morts qui sont nécessaires à nos évolutions. Alors, c'est pas Mm. les peaux de l'ego qu'on laisse comme ça sur le chemin parce qu'il faut bien qu'on en prenne une autre. Alors, il faut bien qu'on laisse des Ouais. trucs du sac à dos, tu vois. Donc, bah voilà, je suis le chemin et je m'installe et puis voilà, et puis c'est parti, quoi.
Et justement, le fait d'être multipotentiel, pluridisciplinaire, ce qui est, je partage la même chose dans ma vie, donc je connais bien ce qui est à la fois une chance, mais à la fois c'est difficile parce que on peut se disperser. C'est quoi, du coup, ta clé à toi pour justement ne pas se disperser? Alors, je suis super contente que tu parles de ça, Charlotte, parce que c'est un vrai sujet très, très intéressant et essentiel. Merci. C'est-à-dire que multipotentiel, ce mot-là est venu très, très récemment Mm, par une journaliste de podcast, je crois, parce que tu vois, il y a ça aussi, l'évolution. Mes évolutions, elles se font toujours en lien avec les autres et parfois, ça peut mm, être autour d'une interview. Et elle dit, vous êtes une multipotentielle, alors que beaucoup disaient slasheuse. J'aimais pas ça du tout parce mm. que pour moi, slash, c'était séparer les casquettes quand même. Tu mets un Ouais. slash Et puis entre. Zap, c'est la génération zapping, c'est Voilà. ouais. Et Mm, donc, on me demandait tout le temps de me définir. Et en fait, je me rendais compte que les personnes à qui ça posait problème que je fasse beaucoup de choses, c'était pas moi, parce que pour moi, c'est pas beaucoup de choses. Tout ça est très, très cohérent. mm, Quand je suis en animatrice télé, quand j'écris un livre ou quand je suis en consultation, pour moi, je nourris exactement la même chose. C'est l'évolution des consciences. C'est mm, remettre les gens dans leur mouvement de vie. Je suis très claire par rapport à ça. Alors, évidemment, après, la dispersion, je suis pas tellement dispersée, moi, même si j'en donne l'impression. C'est peut-être pour les réseaux, par exemple, que c'est un peu embêtant parce que tu te dis, oui, on m'a déjà conseillé, oui, il faudrait faire un storytelling plutôt, cette casquette. Moi, je fais un peu à l'intuition, tu vois, je publie des trucs quand j'ai envie. Je sais que c'est pas bien du tout, hein, j'ai beaucoup à apprendre là-dessus, mais bon, je suis comme ça. Et la problématique, c'est pas tellement la dispersion. Par contre, quand je suis sur une de mes postures, je mm, suis vraiment dedans. Tu vois, là, je suis avec toi. Je mm, suis pas en train de faire autre chose, hein. Si je suis à la télé, je vais pas avoir de consulte avant ou après un tournage. mm. J'aurai les consultes le lendemain et je ferai rien d'autre que ça. Tu vois, je séquence en bonne instructrice en pleine Ouais. présence, tu vois, une chose après l'autre parce que ça aide beaucoup plus mon cerveau déjà. Ça me fatigue beaucoup moins et je suis beaucoup plus efficace, quoi. Ouais. Donc je partitionne. Donc je suis extrêmement organisée. Mm, Je suis très très organisée. Et puis organiser la vie de famille, la vie aussi autour. mm. Donc c'est assez cadré quand même. Ouais. Voilà. Je sais pas si ça répond. Donc peut-être Si, le si, clairement. conseil, ce Après, serait je ça, pense que ce serait une chose la après clé l'autre. aussi, c'est aussi que tu, en effet, comme tu disais, tu connais ta raison d'être et tu sais à quel service tu veux mettre tout ça. Parce que je pense que moi, pendant longtemps, j'avais toute cette énergie et qu'en fait, je ne savais pas au service de quoi j'avais envie Mm, de la mettre. mm. Et que justement, à partir de, enfin, que sûrement, voilà, moi, en tout cas, ma clé à moi, c'est justement de savoir à où mettre cette énergie, quelle est c'est quoi ma raison d'être, c'est quoi mon objectif, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre aux gens. Et à ce moment-là, ça permet justement de tout pouvoir orchestrer sans justement se disperser. Mais c'est ça, et puis alors de plus en plus, ça c'est le chemin de l'ici et maintenant, Mm. je les assume de plus en plus, c'est-à-dire qu'il y a des casquettes que je n'assumais pas déjà j'en avais pas mal, tu vois, mais je chante depuis longtemps, j'ai un Génial. groupe, j'ai toujours eu un groupe de musique, Ok. et depuis quelques temps, j'ai pris l'intention, parce que je pose beaucoup d'intentions, moi, tu vois, dans mon parcours, j'écris beaucoup ce que j'aimerais, ce que je souhaite, je demande de l'aide, je sais pas, à l'univers, ce que Mm. vous voulez, mais euh, et de plus en plus, j'assume. Bah là, par exemple, je fais de plus en plus de concerts. Et tu Mm. vois, pas plus tard que, eh bien, avant-hier, j'étais en conférence avec Saverio Tomasella, et on s'est autorisé en conférence sur l'intuition, donc voilà, à chanter ensemble. Parce qu'on aime Génial. ça. On a Mm. chanté La tendresse de Bourvil parce qu'on trouvait que, en plus, tout le monde connaît cette chanson. Et en fait, ça fait résonner aussi les gens Mm. sur autre chose parce que je me suis rendu compte aussi que si je m'autorisais ça, il y a plein de gens qui disaient, attends, elle s'autorise à chanter. Elle s'autorise à présenter une émission. Et ça, en fait, par exemplarité, alors non pas que je sois un exemple, mais tu vois, par capillarité, on va dire plus Mm. exactement, les gens se disent, mais si elle le fait, mais pourquoi pas moi, justement, tu vois. Ouais. Donc, ici et maintenant, tu vois, le chemin, il arrête pas, hein. Par contre, je travaille beaucoup sur moi, tout le temps, tout le temps. Je pense que c'est ça aussi la clé, hein. Une des autres clés, c'est Mm. aller voir vos bas-fonds, vos zones d'ombre, Ouais. vos trucs Accepter un sa peu zone d'ombre. Ouais, c'est essentiel. dégoûtants, la Mm. vulnérabilité, bienvenue. Parce qu'en fait, tout ça a sa place et je me dis, ben, j'aime la créativité, donc je reste créative dans tout ce que je fais. Ouais. Et par exemple, à l'émission, tu vois, il y a des gens qui viennent donc dans l'émission télé, à BC Talk, danser sa vie. Et il y Mm. a parfois des gens qui sont stressés de parler. Et je crois que là, dans ma présence, sans leur faire une séance de sophro, il y a aussi la sophrologue qui est présente, Mm. donc qui sans doute crée quelque chose Bien indépendamment. Donc, sûr. enfin, tu vois, si je mettais des slash entre tout ça, il y aurait aucun intérêt. Ouais. La pin-up, ça donne aussi On un est un truc. puzzle. Mm. Voilà, tu vois, Ouais. donc assumez, offrez vos talents au monde, quoi. Ce serait tellement dommage.
C'est tellement dommage si vous le faites pas. Vous privez le monde de vos habiletés et on en a tous. Ouais. Et ce qui est génial, c'est que quand tu découvres en fait tes talents, ta raison d'être, en fait, ce qui est incroyable, c'est que ça te permet de t'épanouir tout en offrant des choses au monde. C'est Ah oui. interdépendant et c'est ça qui est incroyable quand on découvre cette équation en fait. Ouais, puis tu te recharges, ça c'est important. Ça j'ai eu, hein, parce que là on dit les choses qui fonctionnent, mais tu vois, pour une chose qui fonctionne, il y en a 10 qui marchent pas quand même. Faut bien revenir au fait que Mm. les gens que vous voyez réussir ou qui vous inspirent, attention les gars, ils ont traversé des trucs, hein. C'est pas facile tous les jours. Mm. Donc des trucs à tenter, à tester, tu te casses la gueule, t'essayes, Mais t'apprends en fait de chaque mais chose, t'apprends, t'apprends. tu te dis ok j'ai fait ça. Avant qu'on branche l'enregistrement, on parlait des synchronicités, on disait toutes les deux que c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Et c'est fou que tu parles de cette chanson, La Tendresse. Moi, limite j'ai les larmes aux yeux quand on a parlé parce que je suis en train de préparer un atelier sur comment rebondir et ne pas replonger après avoir fait un burn-out. Hmm. Et une des clés, en fait, pour pouvoir rebondir et sur ouais, rebondir d'un burn-out, il y a un élément qui est très important pour la libération du stress, c'est la tendresse. Hmm. Et en fait, la tendresse, si tu veux, cette chanson de la tendresse, pour moi, elle a une énorme symbolique parce qu'il y a 1 an et demi, ouais, 2 ans, même presque maintenant, j'avais fait une constellation familiale. Et il y a une personne qui est venue qui a posé comme problématique son couple. Et donc, bon, on a constellé son couple et moi, je me suis retrouvée dans la pôle de la tendresse. Hmm. Et donc, j'ai été appelée à jouer dans cette C'est beau, c'est constellation, la beau. tendresse. Et là, à cette époque-là, j'étais donc mariée avec le père de mes enfants et je me suis retrouvée complètement prostrée. Je vais vraiment, c'est dans la situation, dans la position fétale et je suis Hmm. sortie de ce truc et je me suis dit, en fait, j'ai plus de tendresse dans mon couple, j'ai plus de tendresse dans ma vie, en fait. Et le truc, ça a été un espèce ouais, de choc. Et donc, bon, bah, le soir, je suis rentrée, je suis rentrée, j'en ai parlé avec mon mari. Bon, 15 jours, ouais, 15 jours après, je crois, il m'a quittée. Et, Ah ouais. et donc, j'ai compris pourquoi il y avait plus de tendresse dans mon couple. Et ce qui est fou, c'est que quelques mois après qu'il m'ait quittée, je rencontre quelqu'un et il me partage sa playlist. Et dans sa playlist, il y a la tendresse. Et je réécoute la chanson de la tendresse. Alors, il y a une version, pas celle de Bourvil, mais il y a une version faite par une femme qui est beaucoup plus douce, en tout cas, qui parle beaucoup Ouais. plus à ma petite voix, à mon âme, à moi. Ah, il y a celle de Mathieu Chédid aussi qui est Ah, merveilleuse. Je sais pas si tu la connais. Ah non, ouais, 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 elle est je magnifique. l'écouterai. J'aime Et, beaucoup euh, la et en musique. fait, j'ai écouté cette chanson et en fait, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré enfin, vraiment profondément en me disant, mais Mm, ouais, en fait, dans l'amour, il y a la tendresse et la tendresse, c'est ça, tu vois. mm. Et c'est fou, tu vois. Enfin, on mettra le lien pour que les gens écoutent la chanson de la tendresse, mais vraiment, je pense qu'en effet, c'est un truc c'est se dire, j'ai le droit de recevoir de la tendresse, j'ai le droit d'attendre de la tendresse de la personne avec qui je partage ma vie. Et c'est Et, vital, hein, c'est ça et qu'elle dit c'est la vital. chanson Et aussi, c'est ouais. Mm, exactement ça. C'est mm, qu'en fait, tu peux vivre sans argent, mais tu peux pas vivre sans tendresse. mm. Et il y a même une étude qui raconte que les bébés, quand tu mets un bébé, tu le prives de tendresse, VS, tu le prives de nourriture, Mm. il va mourir plus vite. Alors, c'est fait sur des rats, évidemment, pas sur des bébés, mais voilà, il va nourrir plus vite Oui, oui, c'est une que des si on le nourritures. prive de. Ouais, ouais, petite parenthèse. Non, mais voilà, non, ça, tu as raison, et c'est important de se recharger aussi, C'est pour donner, essentiel. tu es obligé de, voilà, de te recharger, de prendre soin, de ramener beaucoup de douceur, la douceur aussi, tu vois, moi je crois que, Et s'offrir la tendresse à soi, du coup. voilà, Mm. exactement, Ouais. prendre soin, c'est Prendre soin. fondamental. Mm. Exactement. Donc, du coup, tu deviens sophrologue, tu ouvres un cabinet, tu déménages à Saint-Denis. Alors au départ, j'ouvre un cabinet à Paris, Ok. et puis très vite, effectivement, je déménage parce que voilà, je veux une famille, donc peut-être plus grand. Voilà, Paris, c'est quand même bon. J'allais dire c'est bruyant, tumultueux, Saint-Denis l'est aussi, mais en tout cas voilà, on veut acheter un appartement, donc et on aime les endroits métissés, donc enfin mélangés où il y a une vraie mixité sociale, et donc Saint-Denis. Et Saint-Denis marque une énorme période de ma vie parce que j'y reste 10 ans. Je viens juste de quitter Saint-Denis, en Ok. fait. C'est une autre période de ma vie. D'accord. Celle après l'écriture du livre, en fait, je T'as suis dans le Val emménagé où? d'Oise. Dans le Val d'Oise, un peu Ok. plus près de la forêt. En fait, j'ai eu D'accord. besoin.
peut-être le confinement, peut-être, je sais pas, mais d'être dans un endroit plus tranquille et où il y a Proche de plus la de nature. nature. Mais 10 ans de ma vie à Saint-Denis qui ont... j'ouvre un cabinet à Saint-Denis parce que je suis cette sophrologue, si tu veux, qui est revenue aux sources de la sophrologie, c'est-à-dire la sophrologie, c'est pas réservé à une élite. Caicedo a fait beaucoup d'expérimentations dans les bidonvilles de Bogota et je ne supporte pas encore à l'heure actuelle qu'elle soit aussi boboisée, voilà, sectorisée. Voilà, bon, bref, c'est pas, moi je suis pas cette sophrologue-là. Moi j'aime aller en bas dans les quartiers, j'aime travailler avec des problématiques difficiles. J'aime aussi le bien-être, c'est pas la question, mais voilà, je vais au charbon, quoi. Et pendant 10 ans, donc j'ouvre mon cabinet, les gens me découragent, me disent c'est pas pour les gens d'ici. Alors les grosses croyances limitantes sur les banlieusards, la litralala. Je me dis bah si c'est pas pour les gens d'ici, autant que j'en fasse l'expérience et que je fasse ma propre conclusion. Mais pour l'instant, je n'en ai aucune preuve puisque pour moi, ce qui compte, c'est l'expérience. C'est-à-dire que on peut se raconter beaucoup de tralala dans la tête. L'expérience, l'expérience de notre corps notamment, ne ment pas. Je crois. Ça, c'est ma façon de vivre et de vibrer, quoi. On est d'accord. Et là, l'adaptabilité de la sophrologie, qui est une des plus grandes qualités aussi du sophrologue, normalement, c'est-à-dire d'adapter nos techniques, là, elle prend tout son sens parce que j'ai des publics parfois qui sont pas francophones, parfois pour qui le corps a été mutilé, le corps a été violenté, donc il faut être extrêmement dans cette douceur, dans ce prendre soin, et on peut pas aller faire une technique, youpla boum, c'est parti. Et en fait, la vie m'apporte aussi, à un moment donné, un projet, puisque je suis à la fois instructrice en méditation, sophrologue, et que la ville de Saint-Denis cherche une personne qui a cette double compétence pour travailler dans les collèges de Saint-Denis auprès d'élèves plutôt violents. Voilà. C'est génial qu'ils aient eu, enfin, qu'il y ait quelqu'un qui se soit dit, on va faire ça. Ce territoire, pour ça, et encore, parce que j'y retourne régulièrement, je ne vais pas complètement quitter, mais ce territoire permettait l'innovation parce qu'il y avait tellement de problématiques que les gens étaient prêts à essayer aussi. Ouais. Ils n'avaient plus rien à perdre à essayer, quoi. Et donc, me voici partie sur quelque chose qui était plutôt inattendu parce que j'avais pas moi-même démarché des collèges, etc. Et donc, pendant 7 ans, j'ai travaillé au sein d'un collège en ayant l'envie, le rêve, l'ambition un peu folle, ensemble avec l'éducation nationale, parce que moi je veux travailler pour modifier le système. Pour moi, il faut le faire de l'intérieur. Si tu le fais de l'extérieur, c'est encore autre chose, mais de transformer au sein d'un établissement le climat scolaire en travaillant avec les élèves, les enseignants et les parents. Ça, c'est mon utopie. Je suis pas tout à fait patiente quand j'ai des idées comme ça importantes pour le monde. Ça m'a pris 7 ans. Donc là, j'ai travaillé la patience parce qu'en fait, j'ai dû aussi accueillir le rythme de ce système qui était prêt ou non à bouger. C'est un autre sujet, mais et là, je crois que j'ai tellement, si tu veux, eu des situations d'ateliers complètement inattendus que tu peux m'envoyer partout. Vraiment, je te le dis, Charlotte, tu peux m'envoyer faire un atelier de sophro n'importe où. Je sais que ça va bien se passer, que je vais le faire, quoi. Non pas parce que je suis géniale, c'est pas du tout ce que je dis, c'est parce que ils m'ont appris, et c'est vraiment gratitude, ils m'ont fait devenir la sophrologue que je suis en ce moment. Tous ces gamins, ces profs, ces difficultés sociales, aussi de prendre conscience que parfois tu as des vécus très très traumatiques et que ça demande un vrai effort de penser que ça va pas te conditionner. Redonner la liberté dans ces quartiers, pour moi c'est fondamental parce que parfois il y a beaucoup d'assistanat dans certains endroits, et pour moi ça n'a jamais aidé personne. Que le cabinet il était plein, donc en fait que c'est pas pour les gens d'ici, c'était surtout la vue des gens qui disent ça. Et vraiment ça a été justement aussi, et c'est là la partie que je suis en train de vivre, qui donc j'ai moins de recul, ça m'a complètement je vais pas dire épuisée, mais ça m'a demandé de m'y investir corps et âme. Et j'étais dans le dur tout le temps, jusqu'à avoir du dur chez moi, c'est-à-dire que à côté de chez moi, s'est installé le deal, le trafic de drogue. C'était ça mon quotidien, les guetteurs. Je me suis beaucoup mobilisée en tant que maman à faire des chaînes humaines. Enfin, tu vois, la vie de citoyenne, la vie de professionnelle était tout le temps sur le charbon, dans le dur, engagée. Et je me suis dit et j'ai eu beaucoup de culpabilité au départ. J'ai dû vraiment travailler ça, que là, j'avais fait ce qui était en mon pouvoir de faire, et que maintenant, vu que j'arrêtais pas de prôner l'autonomie, la liberté, la transmission, il fallait que ça suive son cours sans moi, et que moi j'avais besoin de m'occuper de ma famille, de moi. J'avais fait dans un ta part. endroit. Voilà, j'avais fait ma part, mais ça a été très difficile parce que j'ai eu l'impression au départ de lâcher le navire, ce qui est pas agréable. Et en fait, je comprends maintenant que c'est pas ça l'histoire, puisque j'y retourne. L'histoire, c'était que si moi je veux transmettre des projets de plus grande ampleur, ce qui m'est demandé en ce moment, donc devant pas 20, 30, mais peut-être 100, 150 personnes, et de continuer à faire fonctionner un cabinet,
il faut que je prenne soin de moi et que je me C'est sûr, recharge. c'est essentiel. Ouais. Voilà, donc cette phase-là, tu vois, je pense qu'il y a eu un Mm. nouveau chapitre. Mais je vais à Saint-Denis très souvent. J'y ai construit les slow visites, les projets de méditation au musée. Tu vois, je continue à créer énormément de choses. Donc, j'ai Saint-Denis dans mon cœur très fort, ça c'est sûr. Mm. Donc là, aujourd'hui, ton quotidien, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à jamais rien pareil le même jour. Mon quotidien, normalement, je commence par écrire tous les jours. J'ai cette routine-là, j'écris tous les jours. Alors, je suis sur des prochains projets, mais j'écris aussi des choses, des billets d'humeur, d'écriture automatique. Ça rythme mes journées de manière assez régulière. Et après, ça va dépendre. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, je suis avec toi, donc j'ai rien prévu d'autre que toi ce matin, parce que je me Merci. dis quand même, ça dure pas toute la matinée, Mm. au moins on prend le temps. Et puis, je ferai des consultes cet après-midi. Demain, je m'en vais dans le Lavandou pour animer un séminaire de femmes entrepreneurs. Enfin, ça bouge et en même temps, il y a des ancrages de pratique par contre qui rythment mes journées. Et puis il y a ma fille qui rythme aussi beaucoup mes journées parce que je fais très attention à j'en Mm. parlerai peu parce que je le protège beaucoup. Elle a quel âge? Elle a 9 ans. D'accord. Voilà. Et j'ai envie de la sentir, de la voir grandir, d'être à ses côtés. Mm. Donc un enfant, je trouve que ça rythme aussi pas mal tes journées. On est bien d'accord. Et puis, enfin, moi, j'ai ma fille aussi à 9 ans. Et là, Ouais. ouais, tu as l'intensification des devoirs. C'est... Oui, et puis tu as la personne, l'éclosion de cette personnalité. Mm. Je trouve ça incroyable quoi, Ouais. de voir à quel point il y a des choses de moi, de son papa, mais il y a aussi beaucoup de choses d'elle. Mm. Waouh, j'ai beaucoup aussi appris de mes techniques en devenant maman. J'accompagne plus du tout pareil les femmes enceintes, des accouchements. Tu vois, Ouais. ça fait partie aussi de la partie de l'incarnation qui permet de vivre cette spiritualité, on va dire, mais de manière concrète, quoi. Ouais. D'ailleurs, la spiritualité, du coup, tu t'es ouverte à la spiritualité. Ça s'est passé comment? Ouais, j'ai toujours été. En fait, maintenant, avec le recul, j'ai plutôt tu cette partie-là quand j'étais enfant. Mm. Mais j'ai une mamie que j'adore, que j'ai la chance d'avoir toujours et j'espère le plus longtemps possible, qui est très, très connectée. Mm. Donc, qui est une guérisseuse, je pense. Elle le dirait pas elle-même, mais qui connaît les plantes, qui connaît l'argile, qui est très, très spirituelle. Mm. Et en fait, je me suis toujours sentie en lien avec Connectée. elle Mm. et en lien avec plus grand. Mm. Depuis petite, hein, ça c'est. Ouais. Par contre, bah voilà, c'était pas forcément des choses dont on parlait librement. J'ai pas une famille, des parents qui sont pratiquants, voilà. Donc je l'ai plutôt tu et puis c'est revenu. C'est revenu par le biais du bouddhisme tibétain dans ma vie. Voilà, c'est ma pratique. Après, je suis pas du tout en train de faire du prosélytisme, hein, mais tu me demandes ma version à moi. Donc je sais que ça c'est un terrain solide dans mon existence. C'est Mm. très très important pour moi et qui donne sens aussi à tout ce que je fais. Ouais. Ouais. Comment le Donc, bouddhisme est arrivé dans ta vie, du coup? par des lectures, il y avait une interrogation. J'ai toujours aimé la prière. Enfin, tu vois, cette foi. Alors pas la prière en Dieu, parce que j'ai vite compris que c'était pas pour moi. Bon, voilà, parce que je voyais aussi plein de gens à l'église quand j'allais avec ma grand-mère qui faisaient des trucs atroces extérieurs. Bon, c'est pas propre à l'église, hein, attention, Mm. mais bon, bref, c'était pas mon Ça te parlait chemin. pas. Puis Mm. croire à un chemin, à une vérité. Enfin, je voudrais pas du tout. J'ai beaucoup de respect pour les catholiques et je fais des retraites des fois dans ça m'arrive dans des églises et tout ça. Je suis très curieuse. Mais pour moi, c'était pas ma voie. Et puis, j'avais pas envie de pratiquer une religion. Mm. J'avais envie de pratiquer une spiritualité, ce qui pour moi est très différent, pardon. Et donc, le bouddhisme passe par des lectures, par la lecture de Mathieu Ricard, par le Dalai Lama, par où je me suis dit, waouh, le continuum d'âme, waouh, le karma, la compassion, la bienveillance. De lire le parcours du Dalai Lama aussi avec tout ce qu'il a subi et de voir cette lumière. J'ai toujours été sensible à ça, à me dire, les gens les plus lumineux que j'ai rencontrés sont des gens qui ont traversé vraiment des déserts quand même, hein. Mm. Et je me dis, il doit y avoir donc une façon de rebrancher la prise de joie depuis l'intérieur. Enfin, Mm. et j'étais inspirée. Je sentais qu'il y avait donc j'ai commencé à aller dans des centres moi aussi pour apprendre hein, avec des maîtres parce que j'ai aussi compris que je pouvais vite partir dans des idées reçues si j'étais pas accompagnée. Et du coup, voilà, j'ai pris le refuge, comme on dit dans le bouddhisme tibétain, parce que ça m'a parlé. Et puis les vœux de bodhisattva. Donc, quand tu fais cette cérémonie-là, tu décides en fait que toutes tes actions vont être pour le bienfait de tous les êtres. Et donc, tu vois, on parlait des multicasquettes, mais en Mm. même temps, quand je transmets dans un livre, pour moi, je veux aider les gens en face de moi. Ouais. C'est ça qui m'anime, quoi. Mm. Allumer des lumières. Je suis très dans la lumière et dans la joie. D'ailleurs, quand tu dis que toutes les personnes que tu as rencontrées les plus lumineuses, ça me fait penser au fait qu'on me dit, bah, finalement, c'est grâce aux fêlures que ça laisse entrer les rayons de Ouais. lumière, en fait.
Le Voilà, fameux kintsugi c'est ça. japonais, Ouais. de reconstituer un vase qui est cassé avec de l'or pour le rendre encore plus beau. Oui, alors sans dire qu'il faut absolument galérer pour atteindre la lumière, tu vois, pour pas se Mm. forcer non Oui, plus bien à avoir entendu, des on est bien galères. d'accord, hein, si, Attention, s'il y en a pas, profitez-en quand même. c'est ça. Mais parce que j'entends, tu vois, je suis très touchée dans tes podcasts, dans ceux que j'ai écoutés. Je les ai pas tous écoutés, mais j'en ai écouté un certain nombre. De Merci. voir à quel point tu mets aussi les coulisses. C'est ça, tu dis, donne Mm. ce mot-là. Mm. Parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup le retour de dire, oui, mais pour toi, c'est facile au final. Oui, alors j'ai un certain nombre de chances. Je suis en bonne santé. Je suis née dans un pays où il n'y a pas la guerre. Mm. Mais euh, enfin, je crois quand même qu'il faut y aller, quoi. À un moment donné, j'essaye des trucs aussi et j'y vais. Et ça me demande un effort et ça me demande aussi d'aller traverser les zones d'ombre. Et les Mm. personnes qui sont les plus lumineuses, elles sont très OK, enfin, dans celles que j'ai rencontrées, Mm. avec leur part qui sait, leur part qui sait pas, leur part complètement lumineuse, leur part hyper dark. Elles Mm. s'accueillent. Et c'est ça qui rend lumineux, c'est de s'accueillir. Alors, j'en suis pas là. Je suis en chemin, vraiment, mais ça m'inspire. Et plutôt que Mm. d'être jalouse, on parlait de la jalousie, parce qu'il y a beaucoup de jalousie quand tu commences à être un peu plus visible. Moi, c'est un sentiment que je Mm. connais pas, par exemple. Je ne suis pas jalouse ni envieuse, je suis inspirée. Mm. C'est-à-dire que quand je vois quelqu'un réussir, je me dis comment il a fait. Ouais. Mm. Il y a bien des trucs, hein, je vous assure qu'il y a des petits trucs, hein. Mm. Donc les podcasts, c'est pour ça, c'est tellement intéressant quand tu vois le parcours d'une personne, tu te rends compte qu'il y a eu des tips, des trucs qu'elle a mis en place. Ouais. Et, euh, et ça, c'est le chemin auquel je me connecte de plus en plus, qui fait que parfois j'ai besoin d'être en retrait, Mm. j'ai besoin ce qui me permet d'assumer plus, d'être dans la lumière, parce qu'il faut pas croire, c'est super de donner une conférence, mais il faut se l'autoriser, quoi. T'arrives quand même, t'es un peu tout nu, quoi, devant tous les gens. Donc voilà, et c'est ce chemin que je suis, ouais. Mm. Je suis enfin, je partage complètement ce que tu dis par rapport à la zone d'ombre. Tu vois, m- moi, je suis convaincue, et c'est justement ce à quoi j'aide les personnes, c'est justement de découvrir quelle est leur zone d'ombre. Parce qu'en fait, si tu ne connais pas ta zone d'ombre, en fait, c'est elle qui va prendre toute la place. Tandis que si tu l'acceptes et tu dis, bon, je sais que tu existes, la connaître, ça te permet aussi de la transformer en un atout dans certaines Mm. situations. Et si tu acceptes exactement qui tu es, bah, ça va justement laisser place à ta lumière. Parce que si tu étouffes cette part d'ombre, bah, en fait, c'est elle qui va prendre toute la place. Ouais, alors je dirais même les pardons, hein, parce qu'il y en a, s'il y en Oui, avait bien sûr. une. Ouais. Et le Ouais. mouvement que ça m'évoque, ce que tu dis, c'est aussi un mouvement j'essaye de m'abandonner de plus en plus, Hmm. d'avoir l'humilité de m'en remettre à plus grand que moi. Ouais, je suis Et d'accord. ça, Ouais. je trouve que ça, si tu veux, c'est mon garde-fou. Hmm. Je suis pas du tout au stade de certaines personnes très très connues dans le développement personnel, mais si un jour c'était mon chemin, j'ai ce garde-fou et je veux vraiment de garder l'humilité et de savoir Hmm. pourquoi tu es là. Tu vois que C'est c'est ça. pas Ouais. le gourou, etc. Ouais, c'est se rappeler Mm. qui on est, d'où Ouais. on vient et pourquoi on veut y aller et dans quel contexte. C'est essentiel en effet pour rester soi-même parce que si Et que t'as pas les c'est réponses. T'as pas les réponses parce que même quand c'est le chaos, tout ça, t'as beau être sophro, t'as beau être machin, quand c'est le chaos, c'est le chaos. La Hmm. seule chose que tu puisses faire, c'est à la rigueur, continuer à respirer, souffle après souffle, pardon, et t'abandonner Ouais. en te disant peut-être, et ça c'est mon petit mantra, la vie, c'est où elle va. Tu Hmm. vois, moi j'ai travaillé cette foi et cet abandon. Donc du coup c'est presque, j'ai reçu une personne qui s'appelle Mina Gold dans mon émission que j'aime beaucoup. Et elle dit, c'est pas du développement personnel, c'est du dépouillement personnel. J'ai adoré cette expression Ouais, parce que c'est ouais, vraiment parce que ça. oui, tu te décharges de Ouais. toutes ces croyances, de tous T'enlèves ces les trucs. Ouais. pots, les trucs Hmm. dont t'as plus besoin, C'est les ça. gens avec qui t'es en relation parce qu'il faut être en relation, mais en fait qui t'apportent rien, Hmm. et de te rapprocher du coup, parce que ça laisse de la place, de se Ouais. dépouiller, des gens qui sont sensibles. Tu parlais Hmm. d'hypersensibilité. Moi, je remercie la vie d'avoir mis sur mon chemin, Saverio Tomasella notamment, et puis d'autres gens avec qui on est dans cette sensibilité sans aucun problème. Hmm. Et on peut la reconnaître, la laisser être. C'est magique, quoi. Et il y en a Ouais. plein des gens comme ça, il y en a plein. Hmm. Carrément. Comment t'écoutes ton intuition? Comment j'écoute mon intuition? Beaucoup par le corps. C'est-à-dire Surprenant. que ouais, je plonge en moi parce que je pense que le corps sait et que ça se justifie au quotidien avec les personnes que j'accompagne. Donc, je fais un peu de retrait en moi, je reviens en moi au maximum et puis j'écoute le corps, j'écoute ce qu'il me dit, et en fait, je sens alors des fois, j'y vais quand même, hein,
Parce que c'est ça, l'intuition, ça se travaille et on se plante. Il faut essayer en fait, hein. C'est pas, ce sera pas jamais magique enfin voilà, tout le temps, c'est jamais acquis, voilà, c'est ça. Et donc ouais, je pense que c'est ça. Après, il y a des choses qui me facilitent. J'aime beaucoup le tambour, j'aime beaucoup jouer de la percussion. Euh, ça m'aide, tu vois, mais c'est le corps. J'essaye de prendre soin et de l'écouter. Mm. Mm. Comment tu célèbres tes réussites? Comment je célèbre mes réussites? Pas assez selon moi, Mm. mais pour te donner ça c'est une collègue à moi qui m'avait dit ça. J'ai un petit programme en ligne et à chaque fois que je vends un programme en ligne, je me suis programmé un mail qui me dit Bravo, you are a queen avec une petite reine avec la couronne. Tu vois. Je les célèbre pas énormément par la gratitude peut-être. Je remercie beaucoup, 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 beaucoup. Ouais. Et euh, et peut-être si je danse. Alors ça, c'est à la fois c'est pour célébrer, à la fois pour me préparer, pour me régénérer. Je m'autorise beaucoup à danser, donc je vais peut-être laisser exploser ma joie, mais je suis vite repartie sur autre chose après. Donc la gratitude, ouais, je célèbre comme ça. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi? Au moment où c'est spontané en même temps c'est bien parce que ça me laisse pas trop le temps de réfléchir. Je pense un moment qui me vient là comme ça, c'est quand First m'a contacté pour me commander La méditation c'est la vie, mon premier livre. Là, comme je te le disais en début de notre épisode, j'ai commencé par dire oui, oui, parce que tu peux pas dire non, pas quelqu'un te dit. Donc c'était la reconnaissance du terrain. C'était la reconnaissance aussi de Saint-Denis, c'est-à-dire qu'il y avait un endroit où, comme je savais transmettre à des gens qui semblaient loin de la pratique, on s'est dit que sans doute je pourrais écrire un livre qui serait très grand public pour démocratiser, ce qui dans ma bouche n'est pas du tout un gros mot, la méditation. Donc c'est peut-être au moment où je suis sortie du bureau où là j'ai pu faire oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je me souviens que je passais des coups de fil à des personnes que j'aime fort en disant, tu sais pas ce qui m'arrive là. Et où je me dis, de toute façon, tu vas le faire, t'as pas le choix. Donc oui, pourquoi pas moi, après tout. Parce que ce qui m'est venu en premier, c'est, attends, la méditation, c'est la vie. C'est la vie, c'est une collection. Donc en gros, mais qui est Gaël Piton pour écrire un truc, quoi? Il y a eu Fabrice Midal, Christophe André. Pourquoi moi, justement? Là, je me dis ça. Et après, je me suis dit, ouais, mais moi, je suis sur le terrain. Je suis une femme. Il y a peu de femmes qui écrivent des ouvrages sur la méditation généraliste. Elles écrivent plutôt des choses sur les enfants. Autre sujet, très intéressant, mais c'est autre chose. Et là, je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas moi? Et je vais écrire comme je transmets, en fait. Je vais faire ça. Donc, ouais, je pense que c'est à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas moi? Mais j'ai bien flippé, hein. Puis quand t'écris, tu flippes tout le temps, de toute façon. Pourquoi tu dis t'avais pas le choix? Du livre, tu veux dire? Mm. Bah, en fait, c'était tellement un cadeau qu'on était en train de me faire que refuser ce cadeau-là, avec tout ce que ça pouvait porter derrière, parce que ce soit pour ça ou pour la conférence TEDx, qui pourrait être un super exemple aussi du pourquoi pas moi, parce que c'est deux endroits où j'ai vraiment flippé, où il a fallu que je mette dans des zones d'inconfort terribles, mais dans mon authenticité, et qu'à chaque fois, ce qui me ramenait quand je doutais, quand je disais, ah, t'écris ce paragraphe, c'est nul, tu sais, un truc, de toute façon, les gens, qu'est-ce qu'ils vont avoir à foutre, ça va pas marcher. Je me disais, si ça allume des lumières en face, j'aurais réussi mon travail. Et ça peut en allumer peut-être plus vite en tout cas, que quand je suis en consulte à un par un, même si c'est très important le un par un. Et le TEDx, ça a été pareil. Et c'est ce que m'a dit l'organisateur du TEDx. Dis-toi que ce que tu vas dire, ça va allumer des lumières chez les gens, plus tu vas être authentique. Et en fait, bah, ça me donne de l'énergie, ça. Ça m'aide à sauter les barrières. C'est comme le cheval qui ne veut pas aller au-delà de l'obstacle, de sentir que ça aura du sens pour des personnes dont ça va peut-être transformer la vie, j'en sais rien, mais mettre des déclics, quoi. Je suis portée par ça. Mm. Et j'y C'est pense à vrai. chaque fois que je veux monter sur scène, à chaque fois que je me dis cœur à cœur avec les gens. Mm. C'est ça qui Je crois que compte. c'est Gwenaëlle Percio qui me disait qu'en effet, il y avait il y avait très très peu de femmes dans l'univers de la méditation, que c'était des hommes. Et d'ailleurs, elle prenait le parallèle de dire que finalement, même dans les grandes cultures inspirationnelles, en fait, c'est toujours des hommes, en fait. Bah, dans les success stories, oui, quand même, Mm. c'est vrai. Alors que le paradoxe, c'est que les instructrices en méditation sont quand même bien plus nombreuses que les instructeurs en termes de nombre. Et dans les groupes de méditation de sophrologie, actuellement, même si ça bouge un peu et c'est très bien, les participants sont souvent majoritairement des participantes. Donc oui, il y avait ça, mais c'est pas venu tout de suite. Hein. Euh, mais oui, je pense que ça fait partie aussi des choses que je revendique actuellement.
Même si C'est je suis pour la vulnérabilité masculine, la sensibilité masculine, parce que c'est un sujet qui est beau aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui malheureusement ne se reconnaissent pas dans les livres qui sortent du développement personnel. Et de plus en plus, il y a des titres qui apparaissent et qui parlent à tous. Et ça, c'est très bien. ouais. Bah, typiquement, tu vois, je vois les livres de Maud Ankawa, c'est des livres qui, pour le coup, peut-être un peu moins peut-être un peu moins le dernier. Bon, j'ai pas eu de feedback d'homme, mais je sais que ça soit Respire ou Kilomètre Zéro. Même, je pense que Kilomètre Zéro parle encore plus aux hommes, au cerveau masculin avec ce côté rationnel. Parce que moi, je sais que j'ai plus aimé le deuxième et le troisième parce qu'ils parlaient plus à ma partie Mhm. féminine. Oui, et puis il y a des livres, et Jean-Philippe de Tonac qui parle de la vulnérabilité masculine. C'est magnifique ce travail aussi. Saverio, voilà, il y est aussi pour beaucoup, Saverio Tomasella, parce que lui, il l'assume, il l'incarne, donc ça donne envie aussi. Ouais, Et c'est très bien comme ça. l'exemple. Hmm. Mm, mm. C'est quoi pour toi la réussite? Être heureuse et connectée au maximum à la joie de la vie. C'est quoi Ouais. être heureuse selon toi? Être heureuse. Hmm. Être heureuse, c'est garder, je pense que c'est à la fois garder mon âme d'enfant sur les choses, être en accord avec mes valeurs dans tout ce que je fais au maximum et d'accueillir les moments où je le suis pas. Enfin, mes valeurs, c'est pas tellement ma problématique. Je pense que ce serait plus, oui, les côtés des ombres, etc., de leur dire bienvenue, d'accueillir mes dragons, mes démons, et d'en faire quelque chose, les transformer. C'est quoi d'ailleurs pour toi un échec? Un échec. Alors, je pense que cette définition, elle a changé avec le temps aussi, tu vois, parce que j'aime bien dire qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Un échec, c'est une expérience qui nous a pas donné ce à quoi on nous attendait, mais dont on comprendra plus tard que c'était sans doute le mieux pour nous. Hmm. Qu'est-ce que Je tu dirais penses? ça. Ouais, c'est trop beau, j'adore. Qu'est-ce que tu penses que la petite Gaëlle de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui? Ça me touche cette question, ça me touche parce que je la vois. D'ailleurs, elle est en photo, la petite Gaëlle, dans mon bureau. Je l'ai mis récemment parce que je me connecte à ça. Je lui dirais, t'as bien fait de ne jamais rien abandonner. Et tu vois, tout est là, juste là. Et tout était déjà là. On dit que dans la vie, quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi pour toi les renoncements? Les renoncements nécessaires. J'aime bien aussi cette renoncement est peut-être corrélé à des choses négatives et c'est pas. Enfin, moi, je voudrais vraiment l'intégrer de manière plus Hmm. positive. Des renoncements. Des choses, c'est des choix qui font que bah, comme tu prends une option, il y a d'autres options que tu ne vas pas prendre. Alors peut-être que les renoncements, en tout cas dans une vie telle que la mienne, elle est peut-être de ne pas pouvoir voir les gens autant de fois que je voudrais les voir, mes amis notamment, parce que bah, tu es très occupée quand même, même si, alors les gens me disent toujours comment vous faites, vous êtes très occupée. Non, mais souvent je suis à 4h30 à l'école pour chercher ma fille, donc tu vois, ça va. Euh, et, je sais pas, ouais, je dirais ça, peut-être le temps avec les amis qui n'est pas forcément assez important, le fait d'être toujours connecté, enfin c'est plus qu'un travail. Pour moi, c'est même pas mon travail, c'est ma mission en fait. Donc ça me prend tout entière. Et en même temps, comme ça m'énergise, bah c'est bien pour mon entourage aussi, tu vois, parce que ça rapporte de la joie, de la. Mais ce serait peut-être ça le temps et le temps de prendre soin de soi que j'aimerais augmenter, tu vois. J'adore les soins, les massages, maintenant je me considère presque comme une sportive. Plus je vais en conférence, plus je me déplace, plus je me dis, eh ben, là, il y a vraiment nécessité de prendre soin du corps, donc peut-être de moins prendre soin de soi parce que tu es très occupée. Mais j'ai pas de, enfin, j'ai pas de, j'aimerais, et là actuellement, j'ai pas de regrets. Tout ce qui m'arrive là, et même quand ça me met la tête dans le sac, quoi, parce que ça m'arrive hein, d'avoir des moments de grand désespoir, de douleur, comme tout le monde, Hmm. je me dis qu'il y a toujours un sens. Ouais. Mm. Et là, du coup, quand le fait d'avoir souhaité quitter Saint-Denis et donc emménager dans le Val d'Oise, tu as ouvert un nouveau cabinet?
Ça a mis du temps. Enfin, je Mm. suis ici depuis 2 ans. Ok. Et quand je suis arrivée, je crois que j'ai mis bien 6 mois à avoir, je mets le mot comme ça paraît fort, mais c'est comme ça que je le ressens, un espèce de choc post-traumatique de tout ce que m'était arrivé, Mm. parce que j'ai quand même vécu dans un environnement très violent, très dur, en commençant les journées de d'école de ma fille par des mobilisations, des chaînes humaines qui ont été relayées énormément d'ailleurs par les médias. Et donc, il y a eu un moment quand je suis arrivée dans cette ville où il y a beaucoup de beauté, où il y a beaucoup de calme, où il y a beaucoup de nature. J'avais l'impression d'être dans un Airbnb, tu vois, alors que j'étais chez moi. Mm. Et donc, j'ai pas voulu tout de suite ouvrir un cabinet. Il fallait que je fasse le deuil. En fait, j'ai fait beaucoup Ok. de deuil Mm. dans mon existence. Et là, je suis dans une partie où j'en ai fait beaucoup, des deuils de relations, des deuils de plein de choses. Et ça, c'est des périodes qui demandent un peu de retrait et qui sont nécessaires pour renaître. Et puis, quand tu laisses partir, des choses arrivent. Et donc, j'ai rencontré une équipe ici à Taverny où il y avait une place libre au sein d'un cabinet pluridisciplinaire. Donc, c'était bien pour moi. Pas à temps complet parce que je ne fais pas un temps complet vu que j'ai d'autres activités. Et j'ai vu ça comme des grands bras qui s'ouvrent et qui disent bienvenue, tu es à ta place. Et Génial. maintenant, je me sens chez moi. Mais Mm. ça a mis du temps. Ouais. J'avais vraiment beaucoup de mélancolie, beaucoup de tristesse. J'ai laissé quand même tout ce que j'ai construit pendant 10 ans. Mm. Alors, pas tout, mais voilà, je suis arrivée devant une école avec des parents que je connaissais pas, alors qu'à Saint-Denis, je pouvais pas faire 3 mètres sans être arrêtée, tu vois. Mm. Ouais, tu quittais un cocon d'un confort inconfortable. C'est ça. Mm. Mais où j'avais dû beaucoup serrer les dents, donc où j'étais dans la guerrière. Mm. La guerrière qui va se battre. Maintenant, je suis plutôt cette guerrière qui dépose les armes, Ouais. tu vois. Et je Mm. pense que c'est aussi mes 40 ans, mais tu vois, je pense qu'il y a eu un vrai, à des moments presque une nuit noire de larmes, tu vois, de traverser un truc très mystique au final qui te dit, ben là, c'est quelque chose qui t'a nourri, mais vraiment, il faut que tu évolues. Et j'évolue vraiment différemment. Je deviens une autre femme et je trouve ça passionnant, en fait, de voir comment on change. C'est sûr. Même physiquement, je change. Évidemment, je vieillis, mais pas que, tu vois. Mm. Je me sens mieux et je me trouve plus rayonnante encore, tu vois. J'arrive à me dire ça, je pars de Génial. loin. Je pars de loin. Bravo, hein. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser dans ta vie? La plus grande difficulté, c'est le divorce de mes parents. Parce que je crois que c'est traversé, je sais pas si ça restera toujours dans mes cellules, très engrammé. Et il y a cette séparation, cette blessure qui est là et qui m'aide, qui m'a aussi donné un terrain. Mm. Mais du coup, je sais que quand elle commence à s'allumer dans d'autres circonstances, où il y a des similitudes de rejet, le rejet, c'est très dur, c'est Tu l'as très senti violent. comme enfin, toi, ça, du coup, ça a été une blessure de rejet? De rejet et d'abandon, je dirais, si on voit mon doigt. Mais c'est un peu tout ça, Mm. parce que c'était l'injustice aussi, c'est injuste que ça m'arrive, que ça, il y a eu un avant et un après. Et je pense que ce moment-là, je suis devenue la grande et qu'il y a une partie de mon enfance que j'ai pas vraiment explorée. Donc, je prends très soin avec ma fille de la laisser dans cette insouciance Mm. dans le plus longtemps possible. Parce qu'il y a des pièces qui manquent au puzzle, clairement, je pense, et que j'ai dû aller rechercher mes Mm. petits recouvrements d'âme à moi, d'aller les. Ouais. Donc oui, je pense que c'est une des plus grandes épreuves. Il y en a eu d'autres, il y a eu des deuils très durs, mais plus tard. Et comme c'est fondatrice, enfin, comme elle est Mm. fondatrice, cette blessure, tu vois, Ouais. c'est souvent les plus douloureuses. Mhm. Et comment tu l'as surmonté? Par le travail personnel. Mm. Par la, et je recommande vraiment à tout le monde alors que ce soit un psychologue, un psychanalyste, un sophrologue, enfin, la connaissance de soi, plutôt par la thérapie, moi, ça m'a énormément aidé à comprendre. Et puis après, il m'a fallu incorporer. Mm. Ce que je fais beaucoup maintenant avec les gens. J'ai Mm. beaucoup des personnes qui viennent me voir, des gens qui ont une connaissance de leur schéma de vie, le parce que, le pourquoi, et que je remets dans le corps. Parce que c'est mon trajet. Et de me Mm. réaccepter, et surtout de comprendre, de réinterroger l'histoire, de comprendre qu'un divorce, c'est peut-être juste de l'amour qui est plus là, et c'est pas forcément grave, en fait. Mm. Mais parfois, c'est pas expliqué comme ça. C'est pas perçu Oui, comme ça. après, il y a, enfin, tu vois, moi, enfin, j'ai, du coup, mes enfants, ils ont dû traverser ça. Et alors que, enfin, moi, c'est le petit symbole enfin, symbole, non, plus clin d'œil de la vie. J'ai divorcé le jour des 50 ans de mariage de mes parents, le jour même. Ah là là, incroyable. Et oui, enfin, ça faisait pas partie enfin, ça faisait pas partie enfin, en plus, je me suis mariée avec le père de mes enfants au bout de 14 ans.
d'histoire. Donc, tu Oui, t'imagines pas que tu vas divorcer au bout de 17 ans. Et en fait, c'est un vrai sujet, en effet, en tant que parent de divorcer, encore plus quand c'est pas son choix, de se dire, bah voilà, de leur apprendre à grandir avec ça, ouais, c'est un vrai challenge. Et après, en même temps, je crois au fait qu'on voilà, on a choisi d'être incarné comme cette âme, d'avoir ces choses-là à traverser. Mais bien bon, sûr. c'est de se dire comment on les aide à traverser ça, parce qu'en effet, c'est un trauma à vie, mais ça peut être transformé en une force Alors, je pour sais pas après. si c'est un trauma pour tout le monde, hein. Après, c'est la question que tu m'as adressée. Mm. C'était la question par rapport à mon Oui, existence. Mais je pense qu'il ouais, y a des gens pour qui c'est pas un trauma. C'est pas forcément un trauma, en tout cas. ouais. Et par contre, la clé, maintenant, je pense que c'est la communication. Mm. C'est-à-dire que et je jette pas la pierre à mes parents. Je veux dire, on fait ce qu'on peut aussi Ouais. avec les outils que l'on a, la Mm. souffrance, les émotions. Déjà, si c'est un choix, si c'est pas un choix, Ouais. de quitter, qui quitte, qui est Mm. quitté, le Oui, le regard des contexte. autres. Enfin, il y a quand même tout ça. Mais je pense que expliquer pour que l'enfant ne s'imagine pas des choses ou ne se sente toujours aimé malgré ça, Mm. en tout cas, dans les exemples que j'ai autour de moi, même chez des amis à qui c'est arrivé, je vois à quel point c'est puissant. Ouais. Et donc, peut-être, il y a Mm. une façon aussi voilà, et puis, bah, cette blessure, elle me fonde à plein d'endroits aussi. Donc, j'ai appris à l'aimer, en fait, cette blessure, tu Ouais. vois? À ne plus être contre et à dire: «Ça fait partie de moi». C'est comme un tatouage sur ma Mm. peau existentielle, tu vois? Et Tu t'es dépouillé. Et voilà, mais ça a demandé du travail et ce travail, je crois qu'on peut pas le faire seul, en fait. Enfin, on peut aller jusqu'à un certain endroit, mais l'accueil de thérapeute, alors que je change aussi de technique et je suis Mm. toujours accompagnée. De toute façon, dans mon travail, c'est indispensable. M'a donné une autre façon, que l'éclairage, on pouvait le mettre autrement, que je pouvais moi, tu vois, tu m'as demandé la petite fille, ça m'a Mm. touchée parce que l'enfant intérieur, c'est une pratique très puissante, Ouais. d'aller moi voir cet enfant. Mm. De lui dire que c'est OK, en Ouais. fait. Ça a libéré plein de trucs, hein. Mm. Parce que maintenant, moi, je peux m'occuper de cet enfant. Je suis Ouais. l'adulte, elle est tout le temps avec moi et cet enfant qui danse, qui était connecté à l'invisible, je crois vraiment, ben, Mm. je lui laisse sa place maintenant. Et Ouais. ça m'a beaucoup aidé, hein. Mm. Ah oui. C'est un vrai sujet, enfin, à 40 ans, de se dire, OK, j'ai cet enfant intérieur qu'il faut que je nourrisse, mais en Mm. même temps, j'ai ce côté d'adulte qu'il faut que je suis aujourd'hui, et du coup, d'avoir à danser, Ouais, ouais, mais à ouais, c'est ça. danser entre les deux, c'est un vrai challenge. Mm. Mm. Oui, et puis c'est un travail qui est émotionnellement éprouvant d'aller connecter avec l'enfant intérieur. Donc, je remercie les personnes qui étaient là pour m'y accompagner Mm. parce que je le fais régulièrement en tant que sophrologue, on le fait aussi, hein, mais là, j'avais besoin de quelqu'un et des regards d'adultes, de femmes. La connexion avec les femmes aussi, elle est très importante pour moi. Les cercles de femmes, j'en pratique beaucoup et ça m'a aidé à reconsidérer toute cette féminité, tout cet accueil de la femme et donc de la mère dans tous ces archétypes aussi et d'aller m'occuper de la petite. Pour ça qu'il y a une photo de moi. Il y a une photo, tu vois, je les regarde là en te parlant. Il y a une photo où j'ai un micro Mm. et il y en a une autre où j'ai un casque où j'écoute de la musique. Voilà. Et C'est elle me donne chouette. vraiment de l'énergie. Ouais. C'est quoi tes plus grandes peurs à toi? La plus grande, celle qui est réglée ou celle qui est pas encore réglée? Comme tu veux. J'ai eu longtemps, et ça, c'est un gros tabou chez moi, mais maintenant j'en parle parce que pareil, je me dis, il y a tellement de gens que ça peut aider. Moi, je suis amaxophobe C'est repentie, quoi? c'est-à-dire la peur de conduire. Ok, Ça d'accord. m'a handicapée énormément dans le regard des autres. C'est un sujet extrêmement tabou dont 30% de la population et 30% de la population et Et 33, je touché. même quoi, est touchée, D'accord. concernée. Donc voilà, j'ai envie de sourire parce que tu me dis la plus grande peur, Bah mais non, 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 mais en parce effet, qu'elle en était fonction de vraiment là où très tu... effrayante. Non, mais en fonction de là dans quel contexte tu vis, enfin, j'imagine que si tu habites dans le Val d'Oise et que tu n'as pas de permis de conduire, ça... Alors Enfin, je l'ai, maintenant je conduis sans problème, mais ouais. ça m'a demandé un effort et je me suis toujours juré que quand j'arriverais, parce que je peux te faire une liste de tous les trucs que j'ai essayé pour ça, de tout ce que j'ai subi aussi comme regard, comme retour, qui m'a vraiment blessée, alors que je fais des tas de trucs hyper durs, hein. J'écris des Mm. bouquins, je vais sur scène devant 600 personnes, mais la voiture, c'était compliqué. Donc ça, je suis très fière maintenant et je suis très fière d'accompagner des gens. Voilà. Après, la plus grande peur.
Je pense que ce serait de perdre des gens que j'aime, ma fille, mon conjoint. Peut-être que ça me... voilà, alors que j'ai beau savoir que ça fait partie de l'ordre des choses, Mm. je peux pas m'empêcher au fond de moi de souhaiter que ça arrive déjà après moi pour ma fille et voilà, de préserver cette relation le plus longtemps possible. Ouais. Je reste une maman, quoi. Ah oui. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui? Bah, d'elle, Mm. de ma fille. Franchement, ouais, je suis très, très fière. Je suis vraiment fière de cette âme que je sens puissante. J'ai hâte et en même temps pas trop de la voir grandir pour voir son chemin parce que je lui sens, je lui sais une destinée particulière. Elle est très connectée et du coup, je favorise ça et donc voilà, je suis très fière. Je suis très fière de ma fille. Tu parles justement du coup de tout ce qui est synchronicité, connexion avec elle? Alors, quand elle pose des questions, mais elle me voit faire, hein, elle voit que j'adore les oracles. Moi, je fais Mm. beaucoup de tarot de Marseille, d'oracles, mais pour moi, perso, Oui, puis de bien sûr. plus en plus, voilà, pour mes amis, mes copines, tout ça. Donc, elle me voit faire, je tire à chaque lune, je fais des rituels. Donc, des fois, elle a envie de le faire avec moi, et donc je lui dis, bah ok, on le fait ensemble. Mais quand elle pose des questions, c'est jamais de manière très prosélyte. Mais tu sais, les enfants, ils n'ont pas besoin qu'on leur en parle, ils le savent. Mm. Elle arrive presque à l'âge où ça va être le moment où ils vont se conformer, quoi. Ouais. 9 ans, c'est déjà... Mm. Ça, je le vois par rapport au cadre, à l'école, même si ici, il y a des écoles très ouvertes, mais elle le sait, elle n'a pas de problème à parler à ses amis imaginaires, à sentir, à dire je le savais, je fais de la Mm. télépathie, tu vois. Ça pour les enfants, c'est normal, ça. C'est Ouais. après Ouais, ça. qu'on coupe le truc, Mm. on met le couvercle. Ouais. Si tu croises quelqu'un là dans la rue qui te dit ah mais tu as une émission de télé, tu reçois les plus grands noms de l'univers du développement personnel, tu n'en es là que grâce à de la chance. Qu'est-ce que tu auras envie d'y répondre? J'aime pas du tout quand on me dit ça. J'aime pas du tout parce que dans les podcasts, ça a été plusieurs fois, c'est le cas, et ce sont pas que pour moi, mais tu vois, des gens comme Isabelle Leyer que je connais bien aussi. Ouais, puis Il l'interview, peut y avoir, ouais, je sais, elle est bah très ouais, très ben chouette. oui, on Mm. est raccord sur plein de choses, hein, Ouais. parce que elle est aussi l'exemple de son trajet de vie, de Mm. la résilience avec une énorme blessure d'abandon quand même, Ouais. et dont elle fait des choses merveilleuses. Donc, Mm. elle est très inspirante aussi, Isabelle. Et ça a déjà été sous des podcasts qu'elle a pu faire et moi aussi. Oui, mais donc vous avez de la chance. Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, les chances, évidemment, la chance, c'est d'avoir la précieuse existence humaine, c'est d'avoir, Mm. de respirer, d'avoir une belle santé. Je chéris ça autant que possible. Mais alors, je parle pour elle, mais je pense qu'elle sera d'accord, que ce soit pour Isabelle ou pour moi. On y va, des trucs, on les sème, on ose, on tente, on se plante, on se met en danger, on sort de notre zone de confort tout le temps et c'est Mm. pas confortable, quoi. Mais si on veut créer des nouvelles lignes, aboutir à nos rêves, bah, à un moment donné, il faut y aller, quoi. On fait des choses concrètement, par contre, je Ouais. crois. Donc, je lui dirais ça, j'ai un certain nombre de chances, vous êtes d'accord, monsieur ou madame, selon la personne qui m'a interpellée, mais je crois que tout le monde peut y arriver et que par contre, il y a des choses à tenter dans l'expérience parce que si tu fais plus de la même chose, bah, tu auras les mêmes résultats. Donc à un moment donné, il faut mettre le petit caillou dans l'engrenage, clac, Mm. stop, et faire tourner l'engrenage différemment. Mm. Et donc, eh ben, oui, il y a plein de projets que j'arrête, qui me tiennent à cœur, mais comme ça résonne plus avec moi, je suis obligée de dire, ben, en fait, je vais arrêter. Ça a été hyper dur de dire stop aux collégiens. J'étais reconnue pour ça. Voilà, mon activité fonctionnait, mais à un moment donné, j'ai senti qu'il fallait que je switch parce que c'est dur de faire ça. Ça demande Mm. un effort aussi, hein. Ouais, c'est dur de grandir parce qu'en fait, tu te dis Ouais, à un moment donné, tu es trop dans ta zone de confort. Tu sais qu'il y a quelque chose d'autre qui t'attire, mais bon, tu es obligé de passer par ouais, cette étape de la zone de peur c'est ça. et avant de réussir. Mm. Mais bon, subir ma vie, c'est hors de question. Donc, Mm. et je pense que ça, c'est même presque pire que de tenter ses rêves. Presque plus dur. On est Parce que quel d'accord. mal on se fait à Mm. se dire que c'est pas possible, puis que c'est la faute des autres, et puis non, je prends beaucoup mes responsabilités en fait. Ouais. Ouais, j'ai vraiment un grand sens. Alors des fois c'est dur, hein, mais de mes responsabilités, de ce qui dépend de moi et de ce qui Mm. dépend pas de moi en fait. Ouais. Et j'essaie de naviguer là-dedans, quoi. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné,
Je pense que c'est celui d'une personne qui est très chère aussi dans ma vie, qui s'appelle Sylvie Robaldo, dont je parle dans le livre, qui est une choréologue, qui est un peu mon âme sœur, ma deuxième maman, je dirais. Enfin, c'est de jamais cesser de croire que c'est possible, de croire en soi, quoi, croire en et de se sentir aidé. Moi, je me sens très aidée par beaucoup plus grand. Et je pense qu'on l'est tous, mais que gratitude de se connecter à ça. Donc humilité, qu'il y a plein de gens, plein de choses qui s'organisent aussi pour moi, mais que c'est quand même mon libre arbitre qui va poser les choses. Donc si Et je puis parce que vibre tu que je demandes de prends ça. l'aide. Tu Ouais, ouais, vois, je pense que ça, ouais. c'est un vrai. Tu vois, c'est marrant parce que je me le suis noté là tout à l'heure. Tu disais voilà que tu demandais de l'aide et ça fait plusieurs. J'adore aussi les oracles et je le pratique vraiment de plus en plus Ouais. souvent. Parfois, c'était de temps en temps, tu vois, des moments clés dans ma vie. Maintenant, c'est plusieurs fois par semaine. Et là, depuis cet été, ça me dit demandez de l'aide, Mm, connectez-vous à vos guides. mm. Et en fait, là, c'est ressorti là, ce week-end où je me suis dit, allez, c'est quoi mon programme d'ici la fin de l'année? Et oui, en fait, le truc, c'est qu'il faut oser, enfin, une fois encore, c'est oser demander aux autres, aux guides, à qui on a envie, mais en tout cas, à son voisin, à son collègue, à ses parents, à sa famille, mais oser demander, quoi. Ouais, l'interdépendance, on est rien tout Mm. seul et en même temps d'être aussi dans une appréciation de sa propre solitude. Et ça, je le découvre avec les retraites de méditation. Enfin, tu vois, j'ai jamais été, j'ai été très heureuse quand j'étais en retraite parce que c'est pas que j'avais pas peur d'être face à moi-même. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui était habité de l'intérieur Mm. et que ça donne beaucoup de confiance et de soutien, d'apprivoiser sa solitude. Pour moi, c'est pas un problème. Je peux partir toute seule pendant 15 jours. Alors, ma fille va me manquer, évidemment, mon Mm. conjoint aussi, mais il y a quelque chose à l'intérieur qui est rempli. Mm. Et d'observer ça, ça demande de mettre un peu de silence, Ouais. d'observer la vie en soi, c'est merveilleux, et de rester connecté aussi. C'est un double mouvement, de toute façon, Mm. l'univers, c'est tout le temps ça, avec ton monde extérieur. C'est ça. Savoir être autonome tout en étant connecté. Ouais, voilà, c'est bien Mm. ça, autonome et Mm. connecté. Tout à fait, t'as tout dit. Merci. Et donc, du coup, le meilleur conseil qu'elle t'ait donné, C'est ça, c'est croire que croire tout en est soi. possible. Ouais, Ouais, croire que génial. tout est possible, de rester dans la foi que c'est Mm. mon chemin. Et ça m'aide beaucoup quand j'ai des réactions qui peuvent être virulentes, même de proches, tu vois, parce que c'est pas évident d'être dans l'écrivain de la famille, d'être l'autrice de voilà, ça envoie tout un tas de fantasmes à des gens qui l'ont pas fait, alors que pour moi, le livre, c'est si tu veux en écrire un, bah commence quoi. Lève-toi tous les jours, écris 1 heure, écris. Enfin, c'est beaucoup de gens qui rêvent leur vie. Moi, je rêve pas ma vie, hein. Je vis mon rêve. C'est vraiment ça. Voilà, donc et ça, donc de croire, de ramener la foi, ça m'aide pour la confiance parce que mon frein, ce serait ça parfois de plus y croire. Ça m'arrive hein, régulièrement. Me dire, mais attends, à quoi bon, tu vois Et après, il y a une force comme ça, je m'enjaille un peu toute seule. Tu sais, moi, j'arrive à rallumer la prise de l'intérieur. Je me mets à danser, je me bouge, je vais chercher la petite fille et avanti, quoi. Mm. Quelle chance d'être en vie, tu vois. Je me dis, quelle chance. C'est sûr. Mm. Et c'est quoi le conseil que tu aurais aimé recevoir et que du coup tu aimerais donner aujourd'hui? Euh, Votre corps sait. Mm. Écoutez-le, apprenez à l'écouter. Et tout Ouais. s'apprend. Mm. Ce n'est pas réservé à une élite, ça s'apprend. Et ça, j'aurais bien aimé le savoir plus tôt. Donc, votre corps sait, ne ment jamais. C'est Aline Blandio qui m'avait dit dans l'épisode du podcast, elle m'a dit, tu sais, Charlotte, Sophrologue aussi. qui est devenue sophrologue, Ouais, ouais. Et d'ailleurs, je suis trop contente parce que je vais la rencontrer là en vrai pour la première fois là dans 2 semaines. génial. J'ai trop hâte parce que c'est vraiment une femme ouais, qui a un parcours exceptionnel, qui est extrêmement lumineuse aussi. Et elle disait dans le podcast, et ça m'a fait un électrochoc parce que c'était dans les premières invitées. Elle m'a dit, mais Charlotte, en fait, le corps n'est pas fait pour avoir mal. Donc, si tu as mal, c'est qu'il veut te dire quelque chose. Et oui, en effet, maintenant, tu vois, bon, ce qui est un peu déroutant, c'est que tu te dis que plus tu écoutes ton corps, et plus il te parle fort. Et plus il Ah, t'écrit mais dessus, et tu es là, mais enfin, tu vois, mes copains, ils me disent, mais t'enchaînes enfin, quand en fait, j'ai plus un petit bobo, j'ai un gros bobo d'un coup, quoi. Mais bon, en même temps, parce que voilà, j'ai appris à l'écouter et que avant, je mettais des trucs en mode tais-toi, et maintenant, il dit, hmm. non, mais en fait, je veux te dire, bah là, regarde là, parce qu'en fait, faut que tu te dépouilles. Faut que tu te dépouilles de ça et après, ça permet d'avancer, quoi. Mais c'est.
En effet, notre corset. Oui, et puis notre énergie, c'est le mouvement, c'est la Ouais. danse. C'est quand c'est figé que les choses ne vont pas. Nous, Mm. nous sommes des êtres de mouvement. En fait, le point de ralliement de tout ça, c'est la danse. Encore une fois, désolée, mais donc c'est aussi comment je fais circuler la vie Mm. en moi Ouais. et comment je fais circuler les émotions désagréables. C'est Donc ce que circuler, j'allais ça veut dire. dire Ouais. accueillir et transmuter. Moi, je suis vraiment Mm. dans et je le fais de plus en plus aussi en cabinet. Tu vois, c'est-à-dire que et c'est, enfin, je suis encore toujours surprise, émerveillée quand je vois des gens qui ont fait circuler des émotions qui sont engrammées depuis tellement longtemps, juste en les écoutant, en les faisant, voilà, Ouais, ressentir. débloquer ses Ah, émotions. Ouais. ah, mais ça change tout. Ouais. Et après, tu vois, et d'ailleurs, je leur dis, mais je suis quand même toujours épatée. Le chemin se réaligne comme par magie, quoi. C'est ça. Et donc, bah, ça demande d'y aller, de puiser. Il faut du courage, quoi, aussi, un petit peu. C'est fou, en effet, de t'appuyer, enfin, tu as cette espèce de tableau de bord géant de qui tu es et tu débloques juste un petit truc. Ça peut te changer ta vie, en fait. Et Ah ouais, ouais, c'est, ouais. ouais, Et les freins, souvent, sont intérieurs c'est ça. ou parfois, il y a des choses qui rejaillissent d'il y a très longtemps et ça Mm. n'a aucun rapport avec, on ne voit pas, en tout cas, le rapport avec la Non. situation actuelle. Le Ouais. mental ne le voit pas, mais le corps, il a la même émotion. Si Mm. vous ressentez la même émotion dans plusieurs moments de votre vie, c'est qu'il y a un trauma qui se répète. C'est qu'il y a un truc Mm. qui n'a pas été libéré. Et libérer l'émotion, ça se fait. On a enfin, les traditions ancestrales, le bouddhisme tibétain, par exemple, il y a des choses sur ça, sur nourrir ses démons depuis des Mm. millénaires. Ouais. Donc, faites face, quoi. Mm. Faites face à votre expérience. Non, Les bras grands ouverts. Alors, mm. c'est plus sympa quand c'est un truc joyeux, je suis d'accord. Ouais. Mais bienvenue à tout ce qu'on traverse. Mm. Bienvenue, la vie, c'est où elle va. Mm. Bah, typiquement, il y a le MDR qui est une super technique qui permet justement de Oui, comprendre le trauma et de le désancrer dans tes cellules. ouais. Tu vois, j'ai fait une séance je crois que c'était cet été. Il est ressorti un truc de quand j'étais toute petite, mais jamais de la vie, j'aurais pu imaginer que cette situation était traumatique et Mais avait oui, engendré autant oui, de tristesse, de mal-être en moi. Et le fait de pouvoir d'avoir mis le doigt là-dessus, et ce qui est génial avec cette technique, c'est que tu en prends conscience, mais ça te le désancre mm, également dans les cellules. bien sûr. Mais tu sors de là, t'es plus la même. Enfin, ouais, tu grandis et tu te dépouilles. J'adore cette idée Ouais, ouais, d'un truc qui était énorme, ouais. Mm. Oui, et puis des fois on cherche le gros trauma. Tu vois, il y a des gens qui sont presque en Ouais. culpabilité parce que ce qu'ils ont vécu a l'air anecdotique. Mm. Mais si votre corps a réagi, c'est que c'était pas anecdotique C'est pour ça. vous. Mm. Donc c'est ça, il faut y aller quand même. Ouais. C'est-à-dire, il y a aussi des gens qui culpabilisent de se dire ah mais moi tout va bien au final, donc voilà j'ai pas perdu un enfant, j'ai pas. Non mais c'est pas ça l'histoire. Et même les gens à qui c'est arrivé, de toute façon c'est des gens qui souvent renaissent comme les phénix en fait. Mm. Donc mais si c'est un trauma pour vous et que le corps répète les mêmes sensations, c'est qu'il y a quelque chose qui va se répéter jusqu'à ce que vous ayez libéré, en fait, de toute façon. C'est comme si c'est un C'est mouvement qui ça. veut sortir emotion, c'est le Mm. mouvement. Ça veut sortir de la cage. Mm. Donc, ouvrez les portes. Ouais. D'ailleurs, je pense que ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Enfin, à la fois, je trouve ça génial et à la fois, ça peut avoir en effet ce côté culpabilisant. Oui. C'est qu'aujourd'hui, en fait, les personnes qu'on voit en figure de proue, c'est en effet des personnes qui ont vécu des énormes traumas, qui sont au paroxysme. Et du coup, en effet, il y a beaucoup de gens qui se disent, non, mais attends, moi, j'ai pas vécu ça, j'ai pas vécu ça. Donc, qui suis-je pour parler ou qui suis-je pour me dire que, en fait. Mm. Oui, il y a ça. Tu as tout à fait raison. Il y a un peu ce truc de, je suis pas à la hauteur de leur souffrance, tu vois. Alors bon. Mm. Mais attention aussi à une autre chose, c'est votre propre expérience qui compte. C'est-à-dire que si vous voyez un schéma tout fait, une méthodologie point A, point B, point C, au niveau de vos émotions, tout ça, mais fuyez. Surtout, expérimentez toujours et voyez ce que ça fait pour vous. C'est ça l'expérience. Et la chance que l'on a, tu as raison, c'est qu'on a des tas d'outils. Donc il y a des tas de chemins qui, au final, vont quand même tous vers le même endroit. C'est qu'on soit bien dans nos baskets, C'est ça. libérés, voilà, Mm. presque délivrés, comme dirait l'autre. Ouais. Hein. C'est ça. C'est bon, tout le monde C'est a la bon, chanson dans tout la le monde tête a toute la la rêve, journée, tout c'est le monde nous bon. déteste, c'est bon. Voilà, on a la tendresse ou alors la C'est Reine des ça. Neiges, vous choisissez votre playlist. Mais c'est d'expérimenter et faire des petits pas à pas.
C'est ça. Parce que quand c'est l'Everest, vous allez pas y aller, quoi. Si on vous dit de monter jusqu'en haut tout de suite, non, c'est petits pas et de voir dans votre expérience. Gardez votre libre arbitre. Là, moi, je milite pour ça. Je te l'ai dit, même avant l'émission, j'en peux plus de voir les gourous du bien-être qui disent qu'il faut faire. Attends, on est qui pour ça? Non, non. Par contre, il y a des expériences, il y a des témoignages de personnes qui ont essayé des trucs. Donc, même dans ce que je vous ai dit là aujourd'hui, essayez. Et si ça fonctionne pas, faites autrement. Mais déclencher des expériences autrement que Et puis, le c'est pilote en automatique. essayant, on va découvrir. Alors, peut-être qu'en effet, comme tu disais, t'essayes un truc. Enfin, moi, je sais que tu vois, la sophrologie, j'en ai fait post-burnout. Ça m'a beaucoup aidé. Après, en redéménageant à Marseille, en fait, j'ai pas trouvé. Mais en fait, en effet, tu pioches dans les outils ce qui te plaît. Et puis, en faisant un outil, tu te rends compte finalement que tu vas rencontrer une personne. Et en effet, c'est ça qui te. C'est la fameuse danse de la vie qui va nous emmener. C'est ça. Mm, Qui nous emmène et puis qui nous enferme pas dans un seul chemin, qui nous exactement. enferme pas dans une seule personne, qui Mm. aurait la vérité. Redescendons un petit peu. Personne ne sait vraiment toute cette complexité de l'univers, de continuum ou pas de notre âme, de tralali, tralala. Donc, euh, donc voilà, gardez votre expérience, mais peut-être se dire, essayez de vous dire, voilà, pour voir comment ça résonne pour vous, que peut-être il n'y a pas de fatalité, qu'il y a des tas de choses qu'on peut changer moment après moment, instant après instant. Juste de C'est vivre juste, comme ça. c'est Mm. la question que j'allais te poser s'il y a une personne là qui nous écoute et qui se dit, ah, voilà, je suis dans ma zone de confort inconfortable, j'hésite à me lancer. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? J'irais peut-être lui donner un truc très concret, tu vois, parce que lui dire peut-être, ben, au moment où tu freines, déjà, c'est quoi? C'est pourquoi tu freines? Parce que c'est pas le cheval devant l'obstacle qui freine, il freine pas tout le temps, hein, les gens ne sont pas en arrêt tout le temps, tu vois. Parce qu'on a tendance à généraliser aussi, hein. Mm. Donc, à dire je suis tout le temps, j'arriverai jamais, ça, c'est des prismes, des biais cognitifs. Mm. Donc, peut-être de dire au moment où tu as envie de faire un truc, ou au moment où tu sens que t'es pas à ta place, qu'est-ce qui te vient comme pensée dans ta tête? Les pop-up, quoi, les petites notifs de téléphone, tuk tuk tuk, t'as rien demandé, c'est là, tu notes, tu fais sortir ça sur un support. Déjà, on peut le contempler. Et puis tu regardes. Tu vois un peu, peut-être il y a des groupes, tu vois, il y a des pensées, ça, c'est un peu le groupe, tu as le groupe confiance en soi, tu as le groupe jugement, tu as le groupe bon, tu les mets ensemble éventuellement et tu essayes de trouver si c'est par exemple une croyance limitante du genre de toute façon c'est pas pour moi, un peu comme moi j'avais, hein, tu n'as pas le corps d'une danseuse, de toute façon t'es nul en maths, tu ne gagneras jamais d'argent, bon voilà, croyance limitante les gars, donc déjà ça va pas vous aider. L'humain a toujours besoin de son homéostasie, son équilibre. Donc, si par exemple, tu enlèves un système de croyance aussi néfaste que ce soit pour toi et tu as très envie de t'en débarrasser, tu vas avoir besoin de le remplacer par quelque chose d'autre, parce que la nature a horreur du vide. Donc, il faut trouver la croyance de remplacement. Donc, par exemple, si tu te dis les femmes savent pas conduire, puis que tu es une nana, bah, ce serait peut-être bien de dire les femmes ont, je sais pas, un truc qui te vibre, qui te parle, hein, parce qu'il faut pas non plus duper le mental, enfin, tu vois, Mm. donc, je sais pas, je fais de mon mieux, j'ai tout à fait les capacités pour conduire cette voiture. Déjà, tu vas voir que dans ton corps, il va se passer des trucs, si la croyance corollaire est OK, un peu plus souple. Et puis, comme un enfant qui met son costume de je suis la gendarme, je suis le prince, j'essaye bon, de faire bien, de pas trop de côté masculin-féminin, mais eh ben, t'essayes et tu vois ce que ça t'apporte. Si tu as expérimenté quelque chose qui est mieux, ton corps t'inquiète pas, il va continuer comme ça. Ouais. Mais il faut autre chose parce que sinon, tu l'as dit un moment dans l'épisode, nous revenons à notre zone de confort, Mm. aussi inconfortable Ouais. soit-elle. Tu vois, la première question que je pose aux personnes qui ont des angoisses, par exemple, dans mon cabinet, c'est souvent, parce que c'est rien automatique, mais ça m'arrive très régulièrement de leur dire, qu'est-ce que ça vous apporte, ces angoisses? Donc au départ, il y a un peu, Madame Mm. Piton, ça m'apporte rien. Si vous les avez depuis aussi longtemps, Ouais. c'est qu'il y a quelque chose, donc elle vous protège peut-être de réussir, elle vous protège peut-être de, voilà, mais trouvez le message vertueux de tout ça. Mm. Et dites-vous, c'est moi, je ne suis pas mes angoisses, j'ai des angoisses, elles sont extérieures à moi. Ouais. Et trouver quelque, voilà. Le remplacement, l'homéostasie, c'est hyper important de comprendre comment on fonctionne quand même donc déjà d'en prendre conscience, de les noter et de transformer comme si on faisait un peu, tu sais, la poterie, de la pâte à modeler, que nos croyances, on les bouge, on Mm. les tord, on les transforme.
Ça, c'est très, très puissant. Ouais. Ça, c'est un vrai, c'est un truc que j'ai découvert avec le livre de Le Grand Saut de Gay Hendricks. D'accord, ouais. En effet, que voilà, ces obstacles, on se les met tout seul, mais parce qu'en effet, il y a un truc qui derrière fait que on se dit, ah bah tiens, comme tu le disais, ou sinon se dire, ah bah tiens, si je suis trop dans la lumière, et ben ça va faire de l'ombre potentiellement à la personne avec qui je vis. Et qu'est-ce qui va se passer si je fais de l'ombre à la personne avec qui je vis? C'est ça. Est-ce que... Potentiellement, Ouais, cette ouais. personne, j'ai la croyance que cette personne va me quitter. Ouais. Et parfois, c'est ce qui arrive d'ailleurs. Il y a ça, ouais, ouais, il y a ça. Et puis, il y a aussi l'autorisation, Mais c'est-à-dire à finalement, la après, fois... la vie est bien Ouais, faite et tu te mais dis, bah, oui. finalement, si la personne, elle est prête à te quitter parce que tu es trop dans la lumière, est-ce que c'était la bonne personne pour C'est ça. toi? Ah bah de toute façon, à tes côtés, quand tu es dans la lumière, il faut une personne qui soit très OK avec ça, parce que sinon ça met des choses de jalousie et tout et qui porte ça C'est ça. ça c'est vraiment dans toutes les personnes que j'ai rencontrées qui sont beaucoup dans la lumière, il y a quand même toujours à côté, une base hyper Mm. solide, soutenante. Et ce que ça m'évoquait, ce que tu disais, donc c'est transformer ses croyances limitantes et s'autoriser aussi. Parce Bien que si sûr. tu as transformé ta croyance, machin, par exemple, tu veux gagner de l'argent, tu as bien compris pourquoi, tu as transformé, gna, 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 mais si tu ne t'autorises pas Mm. à être célèbre, à avoir de l'argent, à réussir, à être en accord avec tes valeurs, ben ça fera rien du taf, hein. Parce que c'est difficile de s'autoriser à aussi. Donc voilà, ça avec ça déjà, il y a des petites choses qui peuvent arriver comme des déclencheurs et si la compréhension, c'est bien, tu vois, moi j'adore la thérapie, la psychanalyse, ça m'a Mm. beaucoup beaucoup aidé. Après, parfois, ça peut avoir ses limites parce que dans l'expérience, dans le corps, Mm. il y a un truc qui est pas passé. Ouais. Comme les personnes, tu sais, qui ont aussi, il y a beaucoup de troubles alimentaires aussi en ce moment. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup ça dans mon cabinet. Il y a des personnes voilà, qui ont fait perdu beaucoup de poids, de ça, mais dans leur tête, Mm. il n'y a pas eu enfin, dans leur tête, c'est pas descendu dans le corps que Ouais. ça y est, maintenant, j'ai transformé mon schéma corporel. Et ça transforme rien, en fait. Mm. Oui, ça reviendra toujours tant que Ouais. la vraie problématique aux émotions n'a pas Ouais. été réglée. Si Mm. t'as pas incorporé ton changement, Ouais. s'il n'a pas de choses d'expérience concrète, ça n'a au final, je pense, rien changé. Ouais. Parce que si vraiment le travail personnel, pour moi, il est quand même, je pense, censé faire des changements dans notre vie Mm. concrets. Ouais. Alors des petits, même si c'est des petits. Mm. Par exemple, des fois, il faut pas forcément quitter son job. Peut-être que Bien parfois, c'est sûr. juste porter un autre regard sur son job actuel qui Mm. fait que du coup, on a envie au final, on reste, mais on a l'impression d'être parti parce qu'on a changé de lunettes, quoi. Ouais. Ouais, tu vois, moi, j'ai créé une méthode que j'ai assimilée à un bilan de compétences pour faire en sorte que ça soit finançable avec le CPF. Mais justement, tu vois, il y a quelqu'un qui me disait l'autre jour, oui, mais moi, j'ai pas envie de me reconvertir. En fait, aujourd'hui, j'ai que 30% de mes clients qui se reconvertissent. Mais les autres personnes, en fait, apprennent à savoir quelle est leur zone d'ombre, apprennent à savoir qui elles sont, et du coup, apprennent à s'aimer et à se respecter et Mmh. à se faire respecter. Et Ouais. donc, elles ont une posture qui est complètement différente. Et donc, elles restent potentiellement dans leur même job, mais elles savent exactement là où elles sont bonnes et elles sont capables de le communiquer et du coup, justement, d'être à leur place et de se sentir bien et de choisir, de se dire, OK, ce job, c'est peut-être pas exactement ce qui correspond à ma raison d'être, mais c'est pas grave parce que je le choisis parce qu'aujourd'hui, voilà, je choisis et j'arrête de subir Ouais, c'est ce ça. qui change la vie, en fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Mm. Restons les maîtres de notre véhicule déjà C'est quand ça. même. Et puis alors moi j'aime pas le terme de reconversion. Avec les danseurs notamment, ça Mm. c'est très compliqué parce que c'est un vrai sujet, hein, la reconversion des artistes. C'est-à-dire que Mm. quand tu peux plus danser, qu'est-ce que tu fais alors que tu as dansé Exactement. toute ta vie? Ouais. Et en fait, je me suis aperçue que ce terme, il pose un certain nombre de questions parce que c'est toujours presque une conversion. Enfin, je sais pas comment dire, pas Mm. religieuse, mais tu vois, Ouais. si tu ne vas pas chercher chez le danseur, quel autre métier pourrait quand même finalement respirer la danse sans être un danseur? Mm. C'est comme s'il y avait un break par rapport à tout ce qu'il Il y a avait vécu. deux. Or, dans ton vécu, mais même dans les trajets de reconversion, Bien de sûr, tout est entreprise lié, et hein. tout, Bien tout est sûr, lié. bien sûr. Arrêtons Mm. de faire des barrières. Tout ce Ouais, que tu as engrammé dans ton vécu sert ton présent bien et entendu. Mm. servira ton futur. Ouais. Et ce que tu poses à l'instant présent nourrira ton futur aussi. Donc, moi, je trouve qu'on fait trop de barrières. On met des slash entre des Mm. postures. Voilà, on met il faut que ça, bon, quand même, ça rentre dans des cases. Eh ben, sortons des cases, ouvrons un peu plus large. Et là, le monde va changer aussi. Il y aura moins Ouais. de défis. On te demandera pas qu'est-ce que tu fais. Moi, quand je vais dans des trucs d'entrepreneurs, je suis hyper emmerdée tu sais, dans des groupes un peu parce qu'il faut pitcher
son activité. Alors bon, j'ai pris le parti de pitcher juste une, comme ça, je me fais pas trop, tu vois. Mais je trouve ça dommage. C'est un vrai Parce que, sujet, ouais. bah ouais. Donc, Après, moi, tu vois, j'ai bon. trouvé ma solution, tu vois, parce que j'ai pareil, quand tu rencontres des gens, même dans la vie perso, c'est quoi ton métier? Alors, du coup, en fait, moi, je dis, bah voilà. En fait, j'ai appelé ça la spirale d'or. Donc, je commence par mon pourquoi, et puis après, en gros, qui je veux, enfin, qu'est-ce que je veux faire, comment je le fais, quoi mon métier et dans quel contexte. Et du coup, Ouais. je raconte ça parce que du coup, en fait, dire, bah voilà, moi, j'ai écrit un livre, j'ai un podcast, j'anime des conférences. Bah, en fait, les gens, ouais, j'ai envie de raconter la mission que j'ai envie d'aider et enfin, pourquoi je fais tout ça et ce qui permet, Mhm. du coup, parce qu'en effet, Oui, c'est une ok, très bonne idée. Mm. merci. C'est quoi ton métier? Bah, je suis entrepreneuse, mais en fait, bon, qu'est-ce que ça va t'apporter à la discussion que je te dise que j'ai créé une boîte? En fait, Puis c'est pas vraiment un on, métier, c'est la forme que tu as choisie pour on exercer est ton métier. d'accord, c'est ça. C'est Ouais. qu'en fait, c'est comme un jour, je rencontre quelqu'un qui me dit, bah voilà, moi, je travaille dans un tribunal. Ok, mais enfin, c'est quoi, Ouais, ouais. c'est quoi, enfin, je trouve que c'est pas ça qui est intéressant parce que si l'idée c'est de te mettre, en fait, je pense que si c'est de se dire, bah, dans cette question, c'est souvent, tu fais quoi pour, alors, soit parce que tu as envie de mettre la personne dans une case et de lui dire, oh, tu te rends compte, elle a tel job, waouh, truc de malade, soit c'est quelqu'un qui s'intéresse vraiment à toi. Et moi, j'avoue que maintenant, j'ai envie d'avoir des gens, de faire des rencontres de gens qui s'intéressent au fond de qui je suis plutôt que l'image que je suis. Et en fait, voilà, c'est envie de dire, bah, si moi, je t'ai envie de au lieu de te répondre à la question, je vais te raconter un tout petit bout, mais vraiment très court de mon histoire et de pourquoi, en gros, aujourd'hui, Ouais. j'ai envie de faire changer des choses, quoi. Oui, puis de se faire sentir la vibration de ce que tu C'est ça, parce que, défends, c'est souvent ouais. plus. Ouais. Ouais, il y a encore du chemin, mais il y a des solutions, c'est Oui, il super. y a beaucoup de choses qui changent. C'est quoi tes prochains défis? Mes prochains défis, ce serait d'assumer de plus en plus mon côté scénique. Donc de refaire en plus de Mm. concerts, de pourquoi pas un jour. J'aimerais beaucoup en fait, tu vois, adapter par exemple, et si l'on faisait un pas de côté, d'en faire une représentation scénique, parce que moi je viens quand Génial. même de là, Mm. et je trouve que c'est une façon chouette de transmettre aussi les outils du Ouais. développement personnel. Mm. Ça demande voilà, moi ça me demande de sortir encore de ma zone de confort, mais ce serait ça, je pense, ouais, les prochains défis, et puis de faire rayonner aussi mon travail journalistique, hein, même si Mm. bon, il y a toujours le travail d'auteur, mais j'aime bien mettre en lumière d'autres individus. J'aime cette énergie, j'aime être un peu la maîtresse de cérémonie de tout ça. Ça me va bien, c'est un endroit dans lequel je me sens bien. Donc j'aimerais que ça se multiplie, quoi. Je vois, il y a de plus en plus d'initiatives. Moi, j'ai interviewé, j'ai un blanc, mince, celui qui a fait la pièce de théâtre, qui est belge, qui a fait la pièce de théâtre Les hommes viennent de Mars et les hommes viennent de Ah Vénus. oui, oui, c'est Grey, c'est ça, pas ça? Oui, Non? voilà. Ouais. Alors non, non, Grey, ça c'est l'américain, mais tu as un français, enfin non, il Ah est belge d'accord. d'ailleurs, qui l'a adapté. En fait, Ah d'accord, ça je il sais avait lu pas. le bouquin. Ouais. Il avait assisté à ces. Putain, j'ai un gros trou de mémoire sur son nom. Bon, je le On retrouverai d'ici mettra là. les trucs, tu mettras Ouais, les ouais, trucs ouais. en Et dessous. en fait, lui, c'est génial parce qu'en fait, il a lu le bouquin. Il a dit, mais c'est génial. Il s'est formé pour faire les ateliers et tout. Et il s'est dit, mais moi, je voudrais en faire un one-man show. Parce que, sachant qu'à la base, il avait été directeur général d'une compagnie aérienne. Donc, rien à voir avec le Il y a schmilblick. forcément un lien, il y a forcément un lien, Oui, oui. non, mais bien sûr, après, il a trouvé tous les liens, mais bon, tout ça pour dire qu'en fait, donc, il a créé la pièce de théâtre et aujourd'hui, elle a été adaptée dans le monde entier. C'est lui qui l'a fait. Et moi, je sais que j'avais lu le bouquin dont Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus et franchement, j'avais trouvé ça chiant. Et le fait de le voir en one-man show, c'était juste trop génial. Et là, il a sorti une nouvelle pièce de théâtre, enfin, un nouveau one-man show qui s'appelle En route vers le bonheur. Et, euh, et du coup, justement, bah voilà, il fait toute une partie, il raconte sa vie, il mêle le développement personnel à tout ça, et c'est vraiment super chouette. Je vais retrouver son nom. Attends, je vais le retrouver en live. Il s'appelle. En plus, je suis allée le voir à Avignon il n'y a pas longtemps, donc en route vers le bonheur. Donc vraiment la honte. Hop, le jour de mon divorce d'ailleurs. Théâtre. Hop. Pourquoi j'ai pas son nom qui apparaît? Bon, je vais vous le retrouver. Les hommes viennent de Mars.
On va y arriver. M'assistant live à ta C'est recherche. ça. On Merci. fait tous Merci. quand on oublie un truc. Voilà, c'est ça. Et puis c'est horrible quand t'as la tête, t'as un nom en tête, mais il ne vient pas. Mais là, il veut pas arriver. Bon, je vous le retrouverai, c'est pas grave, parce que je vous recommande son livre. Et du coup, enfin, si tu veux, bon, on en reparlera hors antenne, mais si tu veux une mise en relation avec lui, je pense que Ah, pourquoi pas? Bah oui, ça peut être très, très chouette, ouais. ça peut Bien être sûr. un bel Avec échange joie. de. Ouais. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? J'ai envie de dire merci à mon conjoint Aurélien. Voilà, je dirais pas beaucoup de choses sur lui, mais parce que il est à mes côtés. Et on mue ensemble parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble Mhm. et donc c'est un soutien inconditionnel. Voilà. Donc merci à lui. Il y a plein de gens que j'ai envie de remercier, mais voilà, ce matin, c'est lui. J'ai retrouvé le nom entre-temps, c'est Paul de Vendre. D'accord. Ouf, tu vas Voilà, ouf. pouvoir respirer, te Voilà, c'est bon. relaxer, Ah ça non, va mais c'était un seul super bien. truc. Là, j'ai sa tête, j'ai toutes ces expressions dans la tête, mais j'ai pas son nom. Merci beaucoup, 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 Gaëlle. Alors, Merci Charlotte, à toi. pour Merci. tout, donc, tu as écrit plusieurs livres. Ouais, j'en ai écrit 4 et là, le jour où on enregistre ce podcast, il y a un 5e qui sort sous la forme d'un coffret. Ouais, Donc, je te dis vite fait, le premier, c'est La avec plaisir. méditation, c'est la vie, chez Mhm. First. Le deuxième, c'est Le grand guide de la sophrologie au quotidien, donc aux éditions Très Daniel. Le troisième, c'est Et si l'on faisait un pas de côté, donc dont t'es beaucoup inspiré cette interview, je pense, Ouais. dont tu as pris connaissance, donc chez Le Duc. Mhm. Le dernier s'appelle J'arrête de trop cogiter aux éditions Erol, donc sous la direction d'Anne Guéquière, hein, qui s'occupe du podcast Métamorphose. Et alors là arrive, donc, puisque nous enregistrons cet épisode en septembre 2023, mais arrive en octobre le petit coffret de la sophrologie, donc qui est un jeu de cartes, moi qui adore les oracles, un jeu de cartes d'animation de sophrologie, en fait, pour aider à pratiquer la sophrologie au quotidien. Donc c'est un Génial. bon complément de mon Mhm. livre. Et il y en a d'autres qui arrivent, mais c'est un peu Ouais. tôt pour livrer les Et sorties. puis, tu es maintenant, du coup, animatrice à la télévision. Oui, depuis janvier, j'ai une émission qui s'appelle Danser sa vie sur ABC Talk, qui est la première chaîne en fait du bien-être et du développement personnel. J'y tiens beaucoup parce que toutes les émissions de tous les animateurs sont gratuites, en accès libre. Donc c'est aussi une façon de continuer à s'inspirer. Et donc dans Danser sa vie, je mets donc sur le plateau une personnalité du développement personnel, on va dire ça dans les grandes lignes, hein, et Mhm. un artiste Génial. pour partager Pour parce faire que le je lien. trouve, voilà, Mhm. faire le lien. Et puis de toute façon, c'est aussi le lien que je fais moi dans ma vie. Donc autant Ouais. parler des choses qui me plaisent, qui Mhm. m'occupent. Donc j'ai la chance de recevoir des gens vraiment formidables et qui souvent créent, parce qu'ils ne se connaissent pas la plupart du temps, je crée des Ok. binômes Ouais. et ça crée des trucs humains, enfin des relations humaines incroyables. J'ai eu des câlins après l'émission entre les Ah, deux invités. génial. Enfin, c'est des connexions d'humain à humain. Top. Voilà. Donc ça, c'est toutes les semaines? Alors, c'est 1 à 2 fois par mois. Comme Ok. on n'est pas sur, on est diffusé sur via YouTube et via la Ok. chaîne, on n'a pas de pression de grille de programme. Donc, on est D'accord. à une à deux, un à deux épisodes par mois. À mes côtés, c'est Marc Leval que je remercie infiniment, qui est le directeur de cette chaîne. Et donc, il y a plein d'animateurs formidables parmi nous. Voilà, je vais pas tous les nommer parce que si j'en oublie un, ça va être embêtant. Mais je vous invite à les retrouver. Et voilà, on a tous notre touche, notre couleur, notre patte. Et ça contribue aussi au rayonnement de la chaîne qui ne cesse de grandir, grandir, grandir. C'est fou, en fait. On est même, nous, très surpris du rayonnement qu'on a avec ABC Talk. Donc, merci à tous ceux qui nous regardent et qui nous aident. Ouais. Mm. Génial. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci à toi et bravo Charlotte pour tout ce que tu fais. Ça Merci. sème des lumières et puis moi ça m'inspire quoi d'écouter d'autres gens inspirants et je sais que c'est beaucoup de travail, que c'est beaucoup de temps, que c'est donc vraiment que les gens en aient conscience, qui te mettent des tas de pouces, qui partagent des tas de fois parce que je sais que c'est ça qui aide les podcasters. Ouais, de J'espère que s'abonner et à voilà, mettre un s'abonner commentaire. et Ouais, puis ça booste. de te permettre toi aussi de recevoir plein de gens qui te demanderont après à venir à ton podcast parce qu'il Mm. aura du rayonnement et qui montrera que déjà ça s'est développé et c'est déjà le cas. Et Donc enfin, c'est vrai qu'en tant que podcasteur, la première personne qui te contacte en disant ah, j'aimerais faire partie de votre podcast, c'est vrai que c'est bon, l'ego est flatté, mais ça arrive assez vite en fait. ouais, C'est quelque chose. C'est quelque chose et c'est ça qui est chouette aussi, c'est je trouve que il y a quelqu'un qui m'avait dit mais Charlotte, si quelqu'un te contacte, il faut pas le recevoir. J'écoute ton conseil, je te remercie. Mais en ouais, fait, moi je moi, suis pas c'est d'accord surtout qu'en avec fait, ça. moi Ouais, non pas du plus. tout, Mais pas en du fait, tout c'est surtout que d'accord. j'écoute mon intuition, ma petite Ouais. voix. Et tu vois, on est en contact ensemble depuis hyper longtemps.
Mais en fait, je t'ai proposé de faire l'interview là récemment parce que je pense que c'était le bon moment pour notre rencontre. En fait, il y a des gens où tu te dis, bah finalement, il y a eu des décalages. Enfin, je vois c'était Natacha Calestrémé, ça a été décalé genre 5 fois, je crois, l'interview. Elle s'est blessée, elle avait eu un bad buzz. Enfin, et en fait, le jour où ça s'est fait, bah en fait, c'était le jour où ça devait se faire. En fait, il y avait un truc quoi. Et je crois vraiment, enfin ouais, je crois vraiment à ça parce que je me dis qu'en effet, chaque chose arrive au bon moment et même des personnes que tu as dans ton chemin depuis très longtemps, il y a un moment pour que les choses se fassent parce que c'est le bon moment. Oui, et puis tu vois, pour revenir à cette posture de demander ou pas, moi je trouve que ça met les journalistes dans une posture que ce serait eux qui devraient du coup tout le temps faire la Mm, démarche. c'est Et vrai. pour moi, c'est pas juste. Et tu Mm, vois, dans Danser sa vie, alors oui, on sait que on fait beaucoup la démarche quand on est journaliste. Mais il y a un moment donné aussi où des gens peuvent mm. émettre le souhait de venir. Ouais, Et puis, on a aussi la liberté de ne pas vouloir recevoir certaines personnes bien parce qu'on sûr. pense que c'est pas ancré, tu vois. Donc, Mm, arrêtons un peu ces trucs de niveau là, c'est pénible, on est interdépendants et ouais. on a besoin des journalistes, les auteurs ont besoin, les journalistes ont besoin des auteurs et ensemble on crée un système quoi. Il y a Mm, pas de, moi je suis pas du tout ok avec ouais. cette vision que tu mentionnais au tout Ouais. début. Oui, et puis en plus, en effet, c'est se dire, bah moi je sais que tu vois, quand j'ai lancé le podcast, j'ai contacté énormément de journalistes, pareil à la sortie du livre, au moment du TEDx. Alors oui, il y a des journalistes qui ne m'ont jamais répondu. En général, on te dit, enfin, quand c'est côté journaliste, en général, on te répond pas. Mais après, moi je sais qu'il y a des gens, tu vois, il y a une personne le jour qui m'a contacté en me disant, bah voilà, j'aimerais être interviewée. Je dis, bah aujourd'hui, en fait, vous correspondez pas à la ligne éditoriale. En fait, votre histoire, elle est hyper intéressante. Mais ça correspond pas à la ligne éditoriale que je veux avoir dans les mois Ouais, prochains. bien sûr. Et peut-être que ça évoluera et c'est OK, en fait. Mm. Ah oui, carrément. Mais continue, voilà. Et puis, Merci je souhaite beaucoup. vraiment que ta communauté te soutienne à fond, partage, parce que c'est vrai que souvent aussi, enfin, nous aussi, en tant qu'auteurs, si tu nous reçois, et je me ferai vraiment un point d'honneur à le faire, à partager, C'est c'est le moins gentil. qu'on puisse Merci. faire, Mm. tu vois, c'est un travail de co-construction. Donc, Ouais. j'ai hâte d'en être au moment où je partagerai. Mais si les gens entendent, on en sera à ce moment-là, en Ouais. fait. Un immense merci, Gaëlle. Merci Merci beaucoup. infiniment, Charlotte. Merci beaucoup. Merci. Quel magnifique moment avec Gaëlle. J'espère que tu auras pris autant de plaisir que moi à l'écouter. Je te donne rendez-vous jeudi prochain pour un épisode bonus pour te donner les clés pour provoquer le déclic. Et si toi aussi tu as envie de découvrir ta raison d'être, comme mon invité du jour, je serai ravie de t'accompagner avec le bilan de compétences nouvelle génération. Pour en savoir plus, tu as le lien dans les notes de l'épisode. Tu aimes le podcast Pourquoi pas moi ? Abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée et mets 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et plus de conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis Pourquoi pas moi sur Instagram. Une fois encore, je te mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'oublie pas d'en parler autour de toi et surtout de ne jamais oublier de te dire pourquoi pas moi.